Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons coller à l'actualité, comme l'on dit dans notre jargon professionnel. Le GEPAN, qui est une structure au sein du Centre national d'études spatiales, c'est un groupe d'études et d'informations des phénomènes aérospatiaux non identifiés, autrement dit les OVNI, ont mis en ligne toutes leurs archives. Son directeur est mon invité ce soir, Jacques Patenay. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à mon invitation. Alors, vous êtes sur le devant de la scène depuis une semaine maintenant, hein, enfin 3 semaines en gros. Oui, un petit peu 3 semaines. Oui. Vous ne faites plus que ça, répondre à des interviews, absolument, que ce soit presse écrite, radio, télé, etc. Parce que, comme je l'ai dit, votre organisme vient de mettre en ligne toutes les archives dans le domaine de l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et à titre anecdotique, le site a été ouvert, le site internet a été ouvert. Quand cela, jeudi midi ? Jeudi vers 10h et puis à midi, il fonctionnait plus. Il a littéralement explosé sous les connexions trop nombreuses. Et je crois pas que ce soir ça soit encore possible de l'atteindre. Les pages du GEPAN qui sont sur le site du CNES. Oui, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Et le portail lui-même du GEPAN, je pense, c'est toujours pas accessible. Il va falloir être un petit peu patient. Bon, victime de votre succès donc. Oui, je pense, oui. Vous vous attendiez pas à ce que le site tombe en rade sous l'assaut des internautes comme ça aussi rapidement quand même. Non, on savait qu'il y avait une attente assez forte. Bien sûr. On avait reçu des centaines de mails où on voyait une certaine impatience, mais bon, je m'attendais pas à ce que ça tombe aussi vite, franchement. Donc, tout le service informatique du CNES est en cellule de crise depuis jeudi. Absolument. Vous avez entendu vos oreilles siffler, j'imagine. Un peu, oui. Alors, on parlera de ces archives mises en ligne qu'on retrouvera très rapidement. Je recevrai également Yves Sillard, que vous connaissez bien. Yves Sillard, qui est l'ancien directeur général du Centre national d'études spatiales, qui est l'auteur d'un livre que vous avez écrit en groupe. Hein, oui. Un livre qui va sortir le 5 avril. C'est aux éditions Cherche Midi. Et ce livre a pour titre Phénomènes aérospatiaux non identifiés. Yves Sillard est également le président du comité de pilotage du GEPAN. Donc on l'aura tout à l'heure à partir de 22h30. Oui. Et en deuxième partie d'émission, en revanche, je recevrai toujours dans le domaine ufologie Pierre Lagrange, anthropologue et auteur de nombreux articles et livres sur les ovnis, à l'occasion de la publication d'un livre qui est sorti aux États-Unis mais qui n'a jamais été publié en France. Donc c'est chose faite grâce à lui. Un livre qui s'intéresse à un des plus gros dossiers du monde de l'ufologie, c'est Roswell. Le titre de ce livre, c'est Roswell, l'ultime enquête. L'auteur s'appelle Carl Flock et c'est aux éditions Terre de Brume. Évidemment, vos commentaires sont les bienvenus, vos témoignages également, vos questions au standard. Morad vous attend au 0826 300 300, 0826 300 300. C'est une ligne non surtaxée, je me permets de vous le dire tout de suite. Et puis quand vous nous appelez, Morad vous rappelle immédiatement, donc ce n'est pas vous à payer la communication, je vous rassure de ce côté-là. Et en revanche, vous pouvez également nous contacter par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, ensuite vous rédigez votre texte, votre question, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200, ça arrive directement sous mes yeux grâce à l'écran que j'ai juste à côté de mon micro. On est ensemble jusqu'à minuit pour naviguer dans le monde passionnant de l'ufologie. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Avec donc mon invité ce soir, Jacques Patenay, qui est le directeur du GEPAN. Pas facile à prononcer, G-E-I-P-A-N. On peut dire GEPAN, tout simplement. GEPAN, voilà, d'accord. Qui est le groupe d'études et d'informations des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Le GEPAN, donc, que l'on connaît sous ce nom actuel, existe depuis fort longtemps, hein. Le GEPAN, en fait, a été créé en 77, précisément par Yves Sillard, quand il était directeur général du CNES.
Donc, sous l'impulsion d'un ingénieur qui travaille au CNES, qui s'appelle Claude Poher, qui travaillait sur le sujet depuis fort longtemps, et puis qui a convaincu le directeur général que le sujet méritait d'être étudié de façon ouverte et officielle. Ouais. Et scientifique, hein, et rigoureuse. Bien entendu, scientifique et rigoureuse, tout à fait. Et alors, quels sont les buts que vous vous êtes fixés lorsque vous êtes arrivé à la tête de cette structure? Alors le GEPAN avait quelque peu décliné à partir de 88. Il avait changé de nom, c'était appelé le CEPRA. Oui, c'est ça. À tel point que le directeur général du CNES en 2001 s'est dit il faut faire quelque chose. On peut pas, ou on arrête tout, ou on réorganise. Mais pour me faire une idée, je veux un audit. Donc il a commandé un audit à Société Fleximage, enfin François Louange qui était PDG de la Société Fleximage, qui travaillait avec le GEPAN depuis quasiment l'origine, sur l'analyse des images précisément. Et le résultat de cet audit qui a interrogé, auditionné plus d'une trentaine de personnalités, était unanime, peut-être à part une ou deux personnes, sur le fait que le sujet méritait de continuer à être étudié. Bon, déjà un bon point ça, voilà, pour le dossier ufologie. Ouais. Que le CNES était sans doute le mieux placé pour continuer à l'étudier du fait de son expertise spatiale, du fait que c'était un organisme public et aussi du fait que c'était un organisme civil. Et donc qui n'avait pas la connotation a priori de secret que pouvait avoir l'armée de l'air. Il avait toute légitimité pour le faire. Il l'a toujours d'ailleurs. Il a toute légitimité pour le faire et il l'a toujours. Donc à partir de là, le service a été restructuré et a été créé un comité de pilotage qui regroupe des représentants de l'ensemble des autorités civiles et militaires françaises qui peuvent être confrontées au phénomène, à savoir la gendarmerie, la police, la sécurité civile, l'aviation civile, l'armée de l'air, la météo nationale, etc. Ouais. Et ce comité de pilotage, expliquez-nous un petit peu quel est le rôle du GEPAN et quels sont les rapports entre le comité de pilotage et le GEPAN en fait. C'est quoi exactement? Alors le comité de pilotage est indépendant. Bon, le GEPAN est un service du CNES qui appartient au CNES à part entière. Le comité de pilotage est indépendant. Il est présidé par Yves Sillard et il est chargé de faire des recommandations au CNES sur la façon de mener ce service d'une part, et aussi essayer de lancer des actions, notamment vers les scientifiques, pour qu'ils s'emparent du problème et qu'ils puissent étudier, donner, on peut donner, privilégier des axes de recherche, etc. Faire en sorte que le sujet sorte un petit peu de l'ambiance un petit peu science-fiction, un peu ridicule, paranoïa, etc. Et qu'enfin on mette ça sur la table d'une façon sereine et claire et qu'on étudie sérieusement le problème. Ouais. Alors le but du GEPAN, quel est-il? C'est l'étude de ces phénomènes, c'est quoi? Alors la mission du GEPAN, c'est d'abord la collecte de tous les témoignages, donc de favoriser les témoignages, d'essayer d'en collecter, d'essayer de ne pas perdre de témoignages, de réunir pour chaque témoignage le maximum d'informations, d'environnement, etc. Donc vraiment un rôle d'enquête, hein? Un rôle d'enquête, tout à fait, oui, d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Et puis, bon, si on explique, très bien. Et puis, si on n'explique pas, mettre les informations dont on dispose précisément à disposition des scientifiques. Il n'est pas de la mission du GEPAN de lancer des hypothèses dont on n'a pas dont on n'a aucune preuve, qui sont possibles, probables, suivant les gens, suivant les convictions de chacun, mais dont on n'a pas le moindre début de preuve. Oui. Et alors, quel est le maillage territorial dont vous disposez pour justement faire remonter ce qui est la matière première, c'est-à-dire l'étude de cas, les témoignages, les choses comme ça? Alors le maillage dont on dispose, c'est la gendarmerie, tout
tout simplement. Toutes les brigades de gendarmerie couvrent l'ensemble du territoire. Ah oui, c'est un filet au mailles serré. C'est très serré. Les brigades connaissent très bien le territoire dont elles sont responsables, connaissent bien la population. Et donc, nous disons aux témoins, si vous voyez quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer, vous allez voir votre brigade de gendarmerie, et les gendarmes font rapidement une enquête, donc essayent de trouver d'autres témoins. Si la zone est à protéger parce qu'on peut avoir des prélèvements à faire, ils la protègent tout de suite. Ils sont en mesure d'intervenir très rapidement et de réunir assez rapidement toutes les informations d'environnement qu'on peut avoir autour. Est-ce qu'il y a des militaires? Est-ce qu'il y a des mouvements d'avions? Est-ce qu'il y avait des ballons? Est-ce qu'il y avait une fête foraine? Est-ce qu'il y avait des feux d'artifice? Est-ce qu'il y avait je ne sais quoi? Donc pour en fait avoir une enquête, une première enquête qui est déjà et qui est le plus souvent suffisante. Nous, on se déplace que si on estime qu'il y a d'autres informations qu'on est susceptible de récupérer. Nous récupérons beaucoup d'informations à la réception d'un témoignage par téléphone auprès de l'armée de l'air, pour voir s'il y a eu des mouvements d'avion, etc. Et vous recoupez les informations. On recoupe l'ensemble des informations. Et si on estime qu'il faut aller sur le terrain pour compléter tout ça, on y va. Est-ce que vous dites, là, on appelle l'armée de l'air, on appelle l'armée civile. C'est pas mal celle-là. L'aviation civile. Oui, c'est plus facile. Vous avez des interlocuteurs privilégiés, c'est-à-dire quelqu'un qui est habilité à vous donner tout de suite, absolument, de manière efficace, l'information rapidement, que ce soit à l'armée, que ce soit à l'aviation civile. Oui, j'ai un correspondant privilégié au niveau de la direction générale de la gendarmerie nationale, qui peut être après en contact avec toutes les brigades. D'accord. J'ai un contact privilégié direct au centre de contrôle des opérations aériennes de l'armée de l'air, donc qui couvre la totalité du territoire 24 heures sur 24 en termes de surveillance. Voilà, vous avez de beaux outils. En contact avec la météo, etc. Le comité de pilotage, par la présence de toutes ces administrations et de ces autorités, avec un représentant au comité de pilotage, nous permet d'avoir ces liens directs et d'établir, on établit des protocoles, des procédures d'échange d'informations extrêmement rapides, ce qui fait effectivement un outil qui commence à être relativement performant. Ouais. Enfin, un chiffre avant de faire une pause et de se retrouver dans quelques minutes. Combien de cas environ vous sont soumis ou arrivent sur votre bureau par l'intermédiaire de ce maillage du territoire, on va dire par an et après par semaine, pour voir par mois. C'est entre 50 et 100 par an. Ça fait une moyenne de 1 à 2 par semaine, quoi. Ouais. Qui sont quand même étayés. Je veux dire, si ça arrive sur votre bureau, si ça arrive sur le bureau, enfin, je parle des cas, des enquêtes, enfin, des PV de gendarmerie qui arrivent sur les cas. Je parle pas de nombreux mails que je reçois ou de coups de téléphone qui peuvent relater des choses tout à fait intéressantes. Mais je parle des enquêtes qui ont été déjà faites sur le terrain, avec des gens auditionnés officiellement. Ça représente 1 à 2 par semaine en moyenne. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui fait quand même beaucoup de boulot. Ça fait pas mal de travail, effectivement. Bon. Jacques Patenay, vous restez avec nous, une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour que vous nous expliquiez ce qu'il y a dans ces archives que vous avez mis en ligne, ce qu'on va pouvoir découvrir. Est-ce qu'il y a des cas, des témoignages, quel boulot ça a représenté? Énorme, j'imagine. 0826 300 300, vous qui nous écoutez, si vous voulez intervenir, poser des questions à mon invité ou tout simplement apporter un commentaire, n'hésitez pas. Morad est au standard pour répondre à vos appels. Vous pouvez également venir nous rejoindre par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous écrivez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Tout à l'heure, vers 22h30, j'aurai le plaisir de recevoir Yves Sillard, qui est l'ancien directeur général du CNES, du Centre National d'Études Spatiales, qui est l'auteur d'un livre collégial qui va sortir le 5 avril, qui s'intitule « Phénomènes aérospatiaux non identifiés », qui est publié aux éditeurs Cherche Midi, et qui est également Yves Sillard, président du comité de pilotage du GEPAN, le GEPAN dont le directeur est en ma compagnie dans Les Aventuriers de l'étrange, ce soir, Jacques Patenay. Alors,
Vous nous l'avez dit, vous avez mis en ligne une partie des archives du groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui est au sein du CNES. Ça a duré 2 heures, le site a explosé. Il y a eu des connexions. Et vous m'avez dit tout à fait au départ que vous aviez reçu des emails vous demandant quand est-ce que ça va se passer, etc. Des emails venaient de partout, uniquement de l'Europe, de France? De partout. Ça fait des semaines. Enfin, on avait annoncé lors de la mise en route, enfin la création du comité de pilotage en septembre 2005. Que vous aviez ce projet, vous étiez venu l'annoncer d'ailleurs ici dans cette émission. On l'avait annoncé très rapidement que donc le GEPAN allait s'atteler à la mise en ligne de toutes ces archives, et on avait un peu malencontreusement annoncé une date fin 2006. Donc ça fait plusieurs mois que je reçois des mails en disant et alors on a cherché, on a trouvé. Pour l'anecdote, dès le 23 septembre 2005, j'avais reçu un mail en me disant « Vous avez dit que vous mettiez des archives » et j'ai regardé, j'ai rien trouvé. Donc vous voyez qu'il y a une certaine attente et que ça fait longtemps que je reçois des demandes pour me demander quand est-ce que ça va être mis en ligne. Et de partout, énormément de mails des États-Unis, du Canada, d'Amérique du Sud, vraiment de partout, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a sur... Bon, le site est en rideau, comme on dit dans le jargon informatique. Il est complètement... Tellement il a explosé sur le nombre de connexions. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site, exactement? Alors, sur ce site, il y a essentiellement de la documentation numérisée. On a numérisé toute la documentation papier dont on disposait. Alors, c'est pour l'essentiel des procès-verbaux de gendarmerie. Donc notre collection de procès-verbaux de gendarmerie, si je puis dire, remonte en gros aux années 50. On en a à peu près 3000 qui représentent 1650 cas événements différents, cas d'observation différents. Donc ce sont d'abord tous ces procès-verbaux qu'on met en ligne. Alors ça représente en fait l'information brute dont on peut disposer au départ de l'information. C'est-à-dire que dans ces procès-verbaux, c'est ce qui arrive sur votre bureau. Les gens expliquent avec leur vocabulaire, avec leur langage, exactement ce qu'ils ont vu. Donc il n'y a pas de traitement de cette information. À côté de ça, il y a l'analyse qu'on en a faite. Alors elle peut faire 3 lignes ou elle peut faire un document de 50 pages, ça dépend des cas. Résolu ou pas, absolument. Et puis donc tous nos documents d'enquête, d'expertise, si on a fait des expertises d'échantillons, etc. Enfin tous les documents afférents aux différents cas. Ainsi qu'un certain nombre de documents généraux, dont les fameuses notes techniques qui avaient été diffusées entre 77 et 88, des analyses, des études sociologiques, des rapports de stage, enfin de documents un peu généraux. Mais dites-moi, ces documents, ces rapports de gendarmerie par exemple, permettent de remonter jusqu'à la source, jusqu'au témoin, où vous avez travaillé? Non, la loi nous interdit la loi nous oblige à protéger la vie privée des citoyens. Donc les documents ont été numérisés, mais après leur numérisation, ils ont été traités de telle sorte que les noms, les noms des gendarmes intervenants aussi, les adresses précises soient supprimées de ces documents. On ne peut pas remonter au témoin. Oui, ne serait-ce que pour protéger le témoin, évidemment. C'est pour protéger le témoin, y compris pour les cas qui ont été extrêmement médiatisés et pour lesquels les témoins sont intervenus dans les médias. Mais notre déontologie nous interdit de publier le moindre nom. Alors, pourquoi avoir mis toutes ces archives en ligne? Est-ce que c'est par un souci de transparence? Est-ce que c'est pour éventuellement soumettre tout ce matériel à d'autres compétences qui peuvent amener, pourquoi pas, des pistes pertinentes, des idées, ou les deux, mon colonel? C'est les deux, je dirais même les trois, parce qu'il y a une troisième. Une première raison, c'est effectivement la transparence. On nous a reproché pendant près de 20 ans de cacher ce qu'on savait sur le sujet, parce que l'organisation du CEPRA et les moyens qu'il avait ne permettaient pas tout simplement de faire ce travail énorme qu'on a fait depuis 1 an et demi. Donc
donc et le président du CNES a affiché une volonté claire de travailler dans ce domaine en toute transparence avec le public. Donc puis service public oblige. Service public oblige, tout à fait. Une de nos missions, c'est bien de donner des explications au public qui se pose des questions sur des phénomènes qu'il observe dans le ciel. Le deuxième raison, c'est aussi vers la population, vers le public, pour leur montrer aussi que quand ils vont témoigner vers la gendarmerie, il y a un service qui s'en occupe, qui prend leur témoignage au sérieux, qui essaye d'expliquer, et donc ça fait un retour vers les témoignages, vers le public qui a apporté son témoignage. Et le troisième, c'est effectivement d'essayer d'intéresser, de mettre ce matériel, ce corpus d'informations à destination des scientifiques, parce que le GEPAN n'a pas vocation à faire plein de recherches derrière. C'est à la communauté scientifique de s'emparer du sujet et d'essayer de lancer des études. C'est aussi à la communauté scientifique de nous dire comment peut-être faire mieux au niveau de la collecte de données pour que ça soit un peu plus utilisable. On est tout à fait conscient que les témoignages en termes de données précises, quantitatives, physiques, sont relativement pauvres, je dirais. Le vocabulaire utilisé est très imagé et c'est pas forcément très utilisable par les scientifiques. Mais est-ce que vous comptez mettre toutes vos archives en ligne, ou est-ce que vous en êtes là de ce boulot? Là, alors la totalité des documents sont numérisés. Donc ça a été fait, ça représente plus de 100 000 pages de documents. Ce qui est pas mal. Voilà. Par contre, derrière, il y a un travail énorme de validation et de contrôle. C'est-à-dire de relecture systématique, de vérification de la classification de chaque cas, de voir si les PV sont corrects, si on ne diffuse pas d'informations concernant la vie privée des gens. Il y a des PV qui contiennent plein de pages qui étaient des vieilles pages de codage, d'une vieille carte informatique. Enfin bon, il y a un peu de nettoyage à faire, mais ça c'est très très long parce que ça veut dire qu'il faut reprendre les PV un par un. Alors on en est à peu près 25% de la totalité qui ont été validés et qui sont sur le site, qui sont en ligne. Ça représente 400 cas d'observation depuis 1988 jusqu'à nos jours. On a commencé par la fin parce qu'avant 88, on avait diffusé déjà des choses. Oui. Vous les avez classés comment? Il y a les cas résolus, les cas attente, machin, ou les cas... En fait, il y a un moteur de recherche qui permet à l'internaute de rentrer un certain nombre de critères. Des critères avec certains mots-clés. Liés au géographique, par exemple, année... Alors non, le mot-clé sur la description. Oui. Mot-clé de lumière, engin, lumineux, enfin je ne sais quoi. D'accord. Après, une période de date, c'est-à-dire on voudrait avoir les cas de telle date à telle date. Et après ça, éventuellement, un tri par classification, A, B, C ou D. Et enfin, un tri géographique. Donc on a une carte de France où on peut graphiquement pointer directement la région et après le département. Et après, on lance la recherche et on a rempli un ou aucun critère, même on peut. Et puis, on lance la recherche et on a la liste des cas correspondant aux critères qu'on a rentrés. Et ces cas on peut sélectionner chaque cas individuellement. Et à partir de là, on a une description un peu plus détaillée du cas, la conclusion qu'en a tiré le GEPAN lors de son analyse, et tous les documents afférents, c'est-à-dire les procès-verbaux de gendarmerie, les autres documents, s'il y a d'autres documents, tous ces documents étant consultables ou téléchargeables, voilà, librement. C'est la question que j'allais vous poser. On peut les télécharger tous les documents absolument librement. Ce sont des documents PDF qu'on peut télécharger librement. D'accord. Voilà. C'est oui. Là, vous donnez vraiment. Enfin, c'est. Tout à fait. On a décidé de tout mettre sur à disposition. Et question évidemment que tout le monde se pose, j'imagine. Enfin, tout le monde. Certains se posent en vous écoutant parler. Toutes les archives vont être mises sur Internet, où il y a un super tiroir ultra secret qui serait. S'il y a un super tiroir secret concernant les ovnis, il n'est pas au GEPAN. Mais je ne pense pas qu'il existe. Non, c'est pour tordre des le relations. cou. Tout à fait. Non, mais
bon, je suis bien conscient qu'il y aura toujours une suspicion à ce sujet-là et qu'on n'arrivera jamais à convaincre tout le monde. Mais honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait ce fameux tiroir secret. Les relations qu'on a avec l'armée à l'intérieur du comité de pilotage me font penser qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et par contre, et nous, en ce qui nous concerne, il est clair je n'ai aucun document classifié de toute façon au sein du GEPAN, et tous les documents seront mis en ligne. Ouais. Est-ce que il y aura peut-être dans l'avenir, parce que là il y a un SMS qui vient d'arriver d'un de nos auditeurs, David, qui dit: avez-vous des archives contenant des observations dans le ciel par nos ancêtres au Moyen Âge ou autre? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir un historique un petit peu de l'observation? C'est une partie un petit peu plus. Alors non, on n'a pas d'archives. On n'a pas évidemment d'archives. Le plus vieux procès-verbal date de 1937. Mais est-ce qu'il y aura une partie un peu plus, je dirais, historique Alors, si on a toute la totalité des documents généraux sont pas encore complètement triés. Je sais pas s'il y a des études, mais on a quelqu'un qui travaille pour le GEPAN actuellement et qui est en train de faire une étude précisément de l'Antiquité à nos jours sur ces phénomènes. Et cette étude, quand elle sortira, elle sera mise aussi en ligne. Il n'y a pas de problème. Ah oui, donc ça fait vraiment partie des projets comme ça Il y a une étude, oui. Il y a une sorte de mémoire qui seront mis en ligne. Il y a un historien qui s'est effectivement proposé pour faire ce travail. Donc ce travail a débuté il y a peu de temps. Ça va prendre un certain temps, mais quand le document sera fait, il sera évidemment en ligne. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, David, vous avez votre réponse. Si, comme David, qui nous a envoyé cette question par SMS, vous pouvez envoyer votre commentaire, votre question au 71 200. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous nous l'envoyez. Un autre SMS de Rascal qui dit: bonsoir, qu'un phénomène se jouant de l'ensemble des dispositifs militaires terrestres depuis plus de 50 ans mérite l'étude. Je dis bravo. C'est vrai que c'est bien que ce soit un organisme public qui se charge de ce genre d'études dans la totale transparence et surtout dans la sérénité. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer vos questions, vos commentaires par standard également au 0826 300 300. Dans quelques minutes, Yves Sillard, qui est l'ancien directeur général du Centre national d'études spatiales, sera notre invité à l'occasion de la publication d'un livre qui va sortir dans quelques jours, le 5 avril pour être précis. Ce livre s'intitule Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi lancé à la science. Il sera avec moi et Jacques Patenay sur Sud Radio. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. À partir du 5 avril, vous allez pouvoir vous procurer dans votre librairie favorite un livre publié aux éditions Cherche Midi qui s'intitule Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi lancé à la science, un livre écrit non pas par Yves Sillard qui en est le rédacteur en chef si vous voulez, mais écrit de manière collégiale. Yves Sillard, bonsoir. Bonsoir. Jacques Patenay vous entend. Bonsoir. Et je vous ai entendu tout à l'heure, j'ai apprécié le passage sur le tiroir secret. Bon, vous nous confirmez qu'il n'y a pas de tiroir secret. Il n'y a pas de tiroir secret du tout. Non, en tout cas, à ma connaissance, voilà. Alors, vous savez que je à suis la connaissance de Jacques Patenay, donc on est relativement bien placé pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de tiroir secret. Vous savez que je suis extrêmement déçu par votre réponse. Bon, soyons sérieux 5 minutes. Yves Sillard, vous êtes l'ancien directeur général du Centre national d'études spatiales. C'est à votre initiative, d'ailleurs, Jacques Patenay nous le disait tout à l'heure, qu'a été créé cet organisme qui est le GEPAN. Oui, en 77, peu de temps après que j'ai pris la direction générale du CNES, j'ai rencontré Claude Poher, qui était un ingénieur du CNES et qui travaillait sur la question à titre un peu personnel. J'ai trouvé que son travail était très intéressant et qu'il était tout à fait du ressort d'un organisme comme le CNES de jouer un rôle intelligent dans ce domaine et d'aider les gens qui observent des phénomènes qui les intriguent, d'aider un peu mieux, de les aider à comprendre un peu de quoi il s'agissait. Donc c'est comme ça qu'a été créé le GEPAN en 77. Oui. Alors Jacques Patenay nous a rappelé son rôle, on va pas y revenir bien entendu. Là vous intervenez en tant que rédacteur en chef de ce livre? Oui, le livre, j'ai coordonné, disons, la rédaction de ce livre dont vous avez rappelé le titre, et j'en ai écrit quelques petits passages, voilà. Oui. Alors quel est le but de ce livre?
dont je rappelle le titre d'ailleurs, Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi lancé à la science. Eh bien, si vous voulez, ce livre a une ambition qui est peut-être un peu utopique, d'ailleurs, je dois dire, qui est en fait de dédramatiser, de dépassionner ce sujet des phénomènes aérospatiaux non identifiés, que les gens appellent plus souvent OVNI, mais on pourra revenir peut-être sur le nom, parce que je crois que phénomènes aérospatiaux non identifiés est plus adapté. Donc il s'agit de dédramatiser, de dépassionner ce sujet, alors qu'il a donné lieu depuis des décennies à des controverses, pour pas dire à des empoignades complètement irrationnelles et à des débordements médiatiques complètement incontrôlés, si vous voulez. Alors le but du livre, c'est de parler vrai et de parler sur la base des faits et d'essayer de donner au grand public, si vous voulez, une vision de ce que l'on peut penser. Il n'y a pas de vérité toute faite sur ce sujet, mais de ce que l'on peut penser sur ce problème. Alors, vous avez dit que le terme d'OVNI vous paraît, j'allais dire, impropre à la consommation. OVNI parce qu'il est connoté, il a un passé trop lourd, il traîne des casseroles. Dans un certain sens, oui, parce qu'il est chargé il ne veut plus rien dire dans un certain sens, si vous voulez. En fait, on a pris ce terme de phénomène aérospatial non identifié pour désigner un phénomène inhabituel qui est observé dans le ciel par un ou plusieurs témoins. Ouais. Et cette appellation de phénomène aérospatial non identifié est meilleure que celle d'objets volants non identifiés, parce que dans toutes ces observations dont Jacques Pattenet vous a parlé, il y en a un certain nombre qui font réellement penser à des objets. En particulier quand un pilote voit ce phénomène avec des écho-radars, par exemple. Mais dans bien d'autres cas, on ne sait pas si ce sont des objets. On voit des phénomènes, certains sont lumineux, d'autres prennent la forme d'objets métalliques, mais le terme de phénomène aérospatial non identifié est beaucoup plus adapté. Alors, voyons un petit peu, entrons un peu plus dans ce qu'il y a dans ce livre. Et là, peut-être que Jacques Pattenet va pouvoir répondre à votre place, puisque c'est lui qui est l'auteur de ce passage. La méthodologie, c'est un petit peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce maillage territorial, remonter l'information et ensuite la traiter de manière la plus sereine possible. Oui, ça va un petit peu plus loin que ça, dans la mesure où en 77, entre 77 et 83, l'un des premiers challenges, je dirais, qui s'est présenté au GEPAN, c'était de savoir est-ce qu'on pouvait étudier ce phénomène scientifiquement. D'ailleurs, sur le site, on peut trouver un document d'Alain Sterle, qui était le successeur de Claude Poher à la tête du GEPAN, et qui avait écrit un document qui s'appelle les phénomènes aérospatiaux non identifiés sont-ils étudiables? Donc ça donne bien la problématique que se posait le GEPAN à l'époque, d'arriver à trouver une méthode scientifique qui englobe à la fois tous les aspects qui soient physiques, du témoin, psychologique, psychosociologique. Ça fait beaucoup de facteurs assez difficiles à contrôler. À contrôler. Et l'originalité de la méthode, c'est d'essayer d'avoir une approche globale de ces phénomènes en négligeant aucun de ces aspects, pour essayer d'approcher au plus près ce qu'on appelle le stimulus, c'est-à-dire le phénomène qui a intrigué ou même quelquefois terrorisé le témoin. Ouais. Yves Sillard, ce type de méthodologie, sans employer de grands mots, n'est pas une première dans le monde scientifique et qui est assez cloisonné, spécialisé, dirons-nous. Mais là, ça demande des compétences transversales. Si vous voulez, c'est une méthode rigoureuse qui est très normalement utilisée dans l'approche de n'importe quel problème scientifique. Par contre, dans l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés, je crois, on peut dire que le GEPAN a innové en appliquant une méthode extrêmement rigoureuse de ce type qui garantit, disons, l'authenticité et du témoignage et du témoin. Mais alors, quel est vous qui connaissez ce monde depuis maintenant plusieurs années, qui avez côtoyé sûrement de très grands scientifiques, quelle est l'attitude des scientifiques vis-à-vis de ces phénomènes, de l'étude de ces phénomènes aérospatiaux non identifiés? Si vous voulez, donc il y a une première partie dans le livre qui est consacrée aux observations. Je rappelle qu'il y a aussi un chapitre qui parle
qui donne un peu un panorama mondial des observations faites par des pilotes et qui apporte à côté des observations enregistrées par le GEPAN un élément complémentaire, je crois, très intéressant. Alors ça, c'est la première partie du livre, c'est les observations. Et dans la deuxième partie du livre, on traite un peu des difficultés qu'il y a quand on cherche à appréhender le problème des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et l'un des problèmes est l'attitude des scientifiques. Et cette attitude des scientifiques, qui est analysée dans le livre par Jean-Claude Ribes, qui est un astrophysicien de renommée, je dirais. Donc cette attitude des scientifiques est quand même difficile à comprendre, parce qu'il y a en général un refus de la majorité des scientifiques de s'intéresser à des problèmes qui pourtant interpellent. Et alors on peut expliquer, si vous voulez, cette attitude, d'une part par le fait que ce sont quand même des phénomènes qui ne sont pas répétitifs, il faut les prendre quand ils arrivent, si vous voulez, ce qui n'est pas évidemment la situation dans laquelle se trouve normalement un scientifique. Un scientifique, en général, il peut faire de l'expérimentation et renouveler ses expériences. En l'occurrence, face à l'observation de ces phénomènes, on ne peut pas renouveler, on ne peut attendre que d'autres témoignages et les traiter lorsqu'ils arrivent. Et en plus, toujours les traiter a posteriori. Il faut tout de même le dire, il y a eu d'abord, je crois, une crainte de beaucoup de scientifiques, en s'intéressant à ces problèmes, d'apparaître comme un peu ridicule, compte tenu de toutes les opérations de désinformation qui entourent ce problème depuis des décennies. Oui. C'est la plus grande raison, et c'est un des objectifs du livre, si vous voulez, c'est de dire aux scientifiques, c'est de dire d'abord au public, si vous êtes observateur si vous observez des phénomènes qui vous paraissent anormaux, n'hésitez pas à en rendre compte. Il y a toute une procédure qui vous garantit la confidentialité, le sérieux, etc. Et donc, allez-y, parce que plus nous avons d'informations, mieux c'est pour pouvoir étudier ces phénomènes. Évidemment. Et deuxièmement, il y a un message aux scientifiques qui est de dire, écoutez, votre attitude n'est pas scientifique, que quelques-uns d'entre vous s'intéressent à ces phénomènes, et en particulier à certains aspects qu'on appelle les phénomènes secondaires, dont peut-être vous avez déjà parlé avec Jacques Patenay, qui accompagnent souvent les observations de ces phénomènes. Non, on n'en a pas parlé avec Jacques Patenay des effets secondaires. Jacques Patenay, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, il n'y a pas seulement qu'une observation. Il peut y avoir des traces, il peut y avoir des effets sur le témoin lui-même, il peut y avoir sur l'environnement végétal, comme on l'a vu dans certains cas célèbres d'ailleurs. Les effets secondaires, c'est ça. Il y a ce genre de choses lorsqu'il s'agit d'observations rapprochées avec ce qu'on peut appeler des atterrissages, où il y a effectivement des effets de dépérissement de la végétation, de paralysie provisoire des témoins, etc. Et puis il y a aussi, c'est l'intérêt du chapitre sur les observations aéronautiques faites par des pilotes et des équipages à bord d'avions, c'est des phénomènes qui accompagnent dans un certain nombre de cas ces observations. Alors il y a d'abord évidemment des observations radar. Bon, quand il y a un éco-radar sur le radar de bord de l'avion ou sur les radars de surveillance au sol, c'est une indication extrêmement intéressante, mais il y a aussi dans un assez grand nombre de cas des phénomènes sur les équipements de bord de l'avion. Par exemple, vous avez tout à coup les compas magnétiques de l'avion qui, au lieu d'indiquer le nord, se mettent à suivre, surtout lorsque le pilote se rapproche de l'objet observé, les compas magnétiques se mettent à suivre le mouvement le mouvement de l'objet observé. Il y a aussi des perturbations très complètes des télécommunications, dans certains cas une mise hors service des systèmes d'armes de l'avion, etc. Donc ceci donne lieu à des phénomènes qui seraient intéressants de simuler, d'observer, de modéliser, de simuler, pour essayer de comprendre comment ce type de phénomène peut se produire. Vous voulez dire que dans les cas qui sont cités dans ce livre, sont étayés par des preuves tangibles. Je veux dire, il y a des traces radars, il y a des choses vraiment tangibles sur lesquelles on peut s'appuyer sérieusement. Ça n'est pas évidemment dans toutes les observations. Oui. Il y a un pourcentage important d'observations dans lesquelles on observe soit ces éco-radars, soit des perturbations très significatives et qui méritent vraiment d'être étudiées, qui ne l'ont pas vraiment été jusqu'à présent, sur les différents systèmes de bord des avions.
Yves Sillard, Jacques Patenay, vous restez avec nous. Nous nous accordons une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler du GEPAN, de ses activités et évidemment de ce livre dont je vous rappelle le titre qui va paraître le 5 avril. Donc ce livre a pour titre « Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi lancé à la science ». C'est aux éditions Le Cherche Midi et ce sera dans toutes les bonnes librairies à partir du 5 avril. 0826 300 300 si vous voulez nous envoyer une question, vos commentaires ou vos témoignages. Si vous avez été témoin de l'observation d'un phénomène aérospatial étrange, Morad est au standard pour recueillir vos témoignages. Ou encore, vous pouvez participer à cette émission, en nous envoyant votre question, votre commentaire par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Soirée spéciale consacrée à l'étude des ovnis, ou plutôt comme Yves Sillard préfère le dire, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est d'ailleurs le titre du livre dont il est le rédacteur en chef, publié aux éditions Le Cherche Midi. Je préfère le terme, Yves Sillard, de rédacteur en chef. Ça correspond à mon jargon, en fait. Si vous voulez, on peut l'accepter pour ce soir, en tout cas. Donc, et Jacques Patenay, qui est le directeur du GEPAN. Yves Sillard, je rajoute que vous êtes le président du comité de pilotage du GEPAN et vous avez été directeur général du CNES. Vous avez rédigé ce livre en partie avec plusieurs collaborateurs. Comment les avez-vous sélectionnés, ces collaborateurs, pour leur demander chacun un article pour ce livre? Si vous voulez, c'était des gens que je connaissais personnellement pour la plupart, dont je savais qu'ils s'intéressaient à ces problèmes sans aucun tabou et sans arrière-pensée. Et connaissant un peu leur spécialité, si vous voulez, nous sommes très facilement répartis l'écriture des différents chapitres du livre. Ouais. Alors, il y a un chapitre qui est consacré à ce qui semble le plus important, parce que à vous entendre, on comprend bien que le problème des ovnis, c'est justement les ufologues. Un chapitre qui s'appelle Information et désinformation. Oui. Alors, c'est un chapitre qui est très important parce que, si vous voulez, depuis des décennies, on peut dire, en tout cas au moins des 30 dernières années, on a beaucoup de difficultés à aborder sereinement ce problème des phénomènes aérospatiaux non identifiés et avec la rigueur et la précision qui s'impose, parce que chaque fois que quelqu'un essaye de s'intéresser au sujet, il y a en général des opérations de désinformation, de déstabilisation qui sont entreprises, et ça a été en particulier très très vrai aux États-Unis, si vous voulez. Aux États-Unis, on constate depuis 1969 une position constante des autorités, des services officiels américains, qui est de dire nous ne nous intéressons strictement pas à ce problème parce qu'il n'a pas d'intérêt. Ouais. Or, la réalité que l'on découvre petit à petit, c'est que c'est évidemment faux et que des quantités de services aux États-Unis s'y intéressent, et c'est tout à fait normal. Alors, pourquoi est-ce que les services officiels américains ont cette attitude? C'est très difficile de répondre à la question, si vous voulez. On peut penser qu'ils ne veulent pas être ennuyés par ce problème qui dérange politiquement et socialement. On peut penser on peut aussi penser que pour eux, l'étude de ce problème peut avoir des implications en matière de recherche technologique très importantes, et qu'ils préfèrent que ce genre de réflexion se passe aux États-Unis et pas dans les pays et pas dans les autres pays. Et donc, on a une sorte de sous-produit de l'attitude américaine qui consiste à faire en sorte que dans d'autres pays, et ça a été vrai, c'est en particulier le cas en France, l'analyse et la réflexion sur ce problème soit déstabilisée et dans une certaine mesure ridiculisée.
Quelle est la position de la France par rapport au reste du monde? J'ai eu le plaisir, par exemple, de rencontrer Nick Pope, qui était l'ancien responsable, votre collègue, Jacques Patenay finalement, mais en Grande-Bretagne. Il travaillait pour le compte du ministère de la Défense. Donc, on sait que l'Angleterre a officiellement créé une structure pour étudier ce genre de phénomène. La position de la France par rapport aux autres pays, ça se passe comment? Jacques Patenay nous a expliqué la philosophie du GEPAN. Les États-Unis, on en comprend un petit peu la philosophie d'après ce que vous venez de dire. Ailleurs dans le monde, qu'en est-il? Aux États-Unis, si vous voulez, les travaux sur ces problèmes sont le fait d'associations privées uniquement, officiellement. Ah oui, en réalité, il y a sûrement une organisation, en tout cas un certain nombre de services aux États-Unis, de services officiels, qui s'y intéressent. Mais officiellement, ça n'est pas le cas. Alors dans d'autres pays, je dois vous dire que le GEPAN a quand même des moyens assez limités, et que donc jusqu'à présent, le GEPAN a surtout concentré ses efforts et ses moyens pour analyser ce qui se passe en France. Alors dans une deuxième étape, j'espère que après le gros effort que vient de faire Jacques Patenay, en particulier pour la mise en ligne sur Internet de toutes les données, on va entrer dans une phase un peu plus calme, et qu'il y aura davantage moyen de prendre des contacts avec les autres pays. Les Jacques contacts, Patenay, pour l'instant, ont été très limités. Alors comme vous le disiez, on sait qu'en Angleterre, il y a eu un certain service, mais qui n'a pas reçu du tout la notoriété officielle extérieure qui a été donnée au GEPAN. Au GEPAN, les gens savent que si on observe quelque chose qui paraît inhabituel, on peut en rendre compte, si possible par le canal de la gendarmerie, vers le GEPAN. Ouais. En Angleterre, il y avait effectivement un service qui semble avoir travaillé depuis déjà pas mal d'années et enregistré des observations particulières, notamment dans le cadre de la Royal Air Force, mais ça n'a pas le même caractère public que ce qui a été fait en France. Et dans d'autres pays, il y a bien sûr des choses, mais nous ne connaissons pas encore de façon précise ce qui a été fait. Oui, au niveau européen, oui, Jacques Patenay. Je crois que l'originalité de la démarche française, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, c'est d'avoir totalement maillé le territoire par l'intermédiaire des brigades de gendarmerie pour inciter les gens à témoigner. Je crois que cette organisation-là est unique au monde. Je crois que tous les pays qui s'intéressent au phénomène le font essentiellement par l'intermédiaire de cellules qui sont dans l'armée, dans les armées de l'air respectives de ces pays. Ce que je voulais dire pour avancer dans le sens que disait Yves Sillard concernant les relations avec les autres pays, nous pour savoir un petit peu dans quelle voie il faut avancer, nous venons de lancer une étude effectivement d'un état des lieux exhaustif de la façon dont ce phénomène est étudié sur l'ensemble de la planète. Ouais. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant, via l'Europe, puisque l'Europe existe maintenant quand même, d'avoir des liens très étroits, enfin, avec une structure, si elle existe, je ne sais pas moi, au Danemark, en Allemagne, en Hollande, en Italie, en Espagne, enfin, je vais pas citer les 23 ou je ne sais plus combien on est maintenant dans l'Europe. Ça a été tenté. Il y a eu un projet d'organisation au niveau européen. Bon, ça a été certains pays, la Grande-Bretagne pour pas la nommer, oui, comme d'habitude. On fait en sorte de torpiller le projet. Ça, c'est comme d'hab, oui. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, il n'y a pas eu de suite à donner à ce projet. Actuellement, il n'y a pas d'autres pays européens où il y a une organisation faisant partie de l'Union européenne, si vous voulez, où il y a une organisation structurée comme il y a en France. Non, il est bien évident, votre remarque et votre question sont parfaitement justes. Il serait tout à fait logique que ce travail se développe maintenant au niveau européen. On peut espérer, je pense, avec l'évolution des esprits qui devient moins critique et plus ouverte sur ces problèmes, on peut espérer que petit à petit, peut-être sur la base de propositions venant de la France, on monte ce problème au niveau européen. Ouais. Ce serait tout à fait justifié. Ouais. On a l'impression quand même que le monde scientifique, même si votre livre participe à cet effort, mais est quand même plus ouvert qu'il y a 10-15 ans, par exemple. Je crois qu'on peut le dire, effectivement.
c'est encore timide parce que, comme je le disais un peu tout à l'heure, les gens n'osent pas trop le dire, mais un certain nombre de scientifiques s'intéressent plus ouvertement que par le passé à ces phénomènes. Déjà, on admet volontiers, et ça c'est une idée acquise dans le monde scientifique, qu'il peut exister une autre forme de vie ailleurs. Alors sous forme cellulaire, d'amibes ou je ne sais trop quoi, mais on est à peu près d'accord pour dire que il y a quelque part des exoplanètes où la vie peut exister. Oui, c'est d'ailleurs un des aspects sur lequel il y a une réflexion dans le livre, c'est sur face à cette hypothèse. Il y a une des hypothèses, évidemment, pour expliquer un certain nombre de phénomènes aérospatiaux dont on identifie de catégorie D, ceux qui sont strictement inexplicables. Une des hypothèses est évidemment d'attribuer leur présence à des objets habités ou inhabités venant d'exoplanètes n'appartenant pas au système solaire et donc venant de très loin. Et dans le livre, on explique évidemment, on dit apparemment c'est impossible parce que les distances à franchir se chiffrent en dizaines ou en centaines d'années de lumière, c'est-à-dire il faut des dizaines ou des centaines d'années à 300 000 km à la seconde pour franchir les distances correspondantes. Mais par contre, si on regarde un peu la genèse du système solaire, la place de la Terre dans la galaxie, l'évolution de la vie sur la Terre, tout laisse penser qu'il est très vraisemblable que la vie existe sur d'autres planètes et que cette vie existe, a donc vraisemblablement donné lieu à des civilisations dont certaines peuvent être beaucoup plus anciennes que la nôtre, se chiffrant en siècles, en millénaires, en centaines de millénaires, toutes ces durées étant extrêmement faibles par rapport à la durée de l'univers, mais évidemment se traduisant par des possibilités d'évolution technologique et scientifique extraordinaires par rapport à notre position aujourd'hui, et qui font qu'on doit en tout cas être extrêmement modeste quant aux opinions qu'on peut avoir sur la capacité pour de telles civilisations de développer des moyens de déplacement à travers l'univers. C'est votre conclusion à l'issue de cet ouvrage? La conclusion, si vous voulez, sur ce sujet qui est un peu sur lequel il faut être toujours assez prudent, c'est que cette hypothèse d'objets venant de civilisations en avance sur la nôtre dans des exoplanètes est une hypothèse qui aujourd'hui ne reste qu'une hypothèse. Mais que par contre, comme on n'en trouve pas pour l'instant de meilleur pour expliquer un certain nombre d'observations qui par ailleurs sont sur lesquelles il n'y a pas de doute, si vous voulez, qui sont sûres. Et, Jacques Pattenet vous a expliqué comment travailler le GEPAN. En lisant le livre, vous verrez les observations rapportées par des pilotes. Il y a des données indiscutables qu'on ne sait pas expliquer et pour lesquelles la seule explication possible, c'est celle de civilisation sur des exoplanètes en avance sur la nôtre. Donc cette hypothèse, le livre conclut en disant il faut, en attendant que peut-être une autre meilleure hypothèse ne soit émise, considérons au moins cette hypothèse avec tout le sérieux, la rigueur, le bon sens qui sont nécessaires pour y réfléchir. Jacques Pattenet, quels sont les cas que vous avez sélectionnés pour ce livre? Sans nous les raconter, mais juste nous les citer. Alors, la sélection que j'ai faite pour ce livre, c'était pas dans l'objectif de sélectionner un certain nombre de cas plus ou moins spectaculaires, mais c'était surtout d'illustrer les méthodes d'enquête. Donc c'est réparti à peu près équitablement en des cas parfaitement identifiés, des cas probablement identifiés et des cas non identifiés pour montrer, notamment dans les cas identifiés, parce que c'est là où c'est le plus intéressant, comment a été faite la démarche d'enquête et comment ça s'est passé sur certaines enquêtes. Par exemple, ça a pu durer plusieurs années avant de trouver la bonne explication, avec au départ une hypothèse qui s'est avérée fausse par la suite, par exemple. C'était très intéressant, je pense, dans le livre, si vous voulez, de faire apparaître aussi les cas qui ont pu être identifiés, parce que c'est ce qui démontre la valeur de la méthode utilisée. Quand c'est identifiable, eh bien, on y arrive finalement. Et par conséquent, ça donne d'autant plus de valeur aux cas de catégorie D, qui sont la troisième partie du chapitre écrit par Jacques Pattenet, et qui sont, eux, strictement inexplicables. Tout à fait. Alors, rappelez-nous quelles sont les classifications A, B, C, D, justement. Alors, bon, il y a quatre possibilités de classement. Il y a le phénomène de catégorie A pour lesquels on a une explication, et non seulement on a une explication, mais on a
une preuve à l'appui. Je prends l'exemple, par exemple, en 88, d'un débris spatial qui est tombé, qui s'est vu dans tout l'ouest de la France. Non seulement on a identifié que c'était un débris spatial, mais en plus on a récupéré le débris. Avec un coup de chance, on a récupéré le débris. Donc là, il n'y a pas de doute possible. Dans les phénomènes de catégorie B, on a, je dirais, c'est un peu une preuve un peu juridique, c'est-à-dire que c'est l'intime conviction des enquêteurs, sans qu'on puisse apporter la preuve tangible, mais tout démontre que ça peut être que soit ça, un ballon sonde, voilà. soit d'accord. Oui, surtout sur des phénomènes de rentrée atmosphérique qui sont assez clairement identifiables, mais on a très rarement l'objet qui est rentré, bien entendu. D'accord. Alors les phénomènes de catégorie C, c'est un petit peu les déchets, parce que c'est les observations pour lesquelles on a tellement peu d'informations qu'on est absolument incapable de mener la moindre analyse, la moindre enquête. Donc c'est pas dans cette catégorie qu'il y a les non. Là les observations les plus intéressantes. Typiquement, un témoin dit ce sont des cas inexploitables. On peut inexploitables. Dire. Une lumière pendant 3 secondes et puis bon, voilà, c'est tout. Très affirmé, soit parce que les conditions d'observation ne sont pas suffisantes pour qu'on puisse porter. Tout à fait. D'accord. Et la dernière catégorie, ce sont les cas, la catégorie D, donc ce sont les cas pour lesquels on a des éléments tangibles suffisants. L'enquête a apporté un certain nombre a apporté le maximum d'informations. Je dis pas toutes les informations possibles, parce qu'il y a peut-être là-dedans des cas pour lesquels il y a une explication, mais il nous manque peut-être quelques informations. Mais on a encore plus d'informations suffisantes, une crédibilité de témoins qu'on peut pas mettre en doute, et pour lesquels on n'a pas trouvé la moindre explication. Par des phénomènes connus. Voilà. Oui, tout à fait. Avec des traces tangibles, Alors il n'y a pas toujours des traces. Les cas où il y a des traces sont moins nombreux. Il n'y a pas toujours des traces. Mais il y a dedans effectivement les quelques dizaines de cas très très spectaculaires sur la France, avec des traces, avec des effets radars, avec des traces radars, avec des effets au sol, avec tous ces où là on peut difficilement mettre en cause le fait qu'il y avait bien un objet matériel derrière cette observation. Bon, pour le coup, on peut réellement parler d'OVNI pour ces cas-là, quoi. Ouais. Une question que je vais poser à l'un et à l'autre. On va commencer par vous, Yves Sillard. Quel est, selon vous, le cas rêvé sur lequel vous aimeriez tomber avec le maximum? Quels sont les comment dirais-je, le matériau sur lequel vous aimeriez tomber dans une enquête et qui ferait faire un bond je crois qu'on énorme. On n'a pas de préférence. Vous savez, il y a aussi des phénomènes qui se passent à grande distance et qui intriguent considérablement, que ce soit des phénomènes lumineux ou dans lesquels on voit des objets métalliques, mais on a des cas où ces objets se déplacent à des vitesses fulgurantes et puis font des variations de direction très brutales qui sont inexplicables par nos moyens de propulsion actuels et pour lesquels les structures que nous connaissons ne résisteraient pas. Donc ça, ce sont des sujets très intéressants. Par contre, évidemment, le sujet qui paraît peut-être plus idéal encore, c'est quand vous avez l'atterrissage d'un objet à quelques mètres ou à quelques dizaines de mètres du témoin. Et je crois que il y a eu un certain nombre de cas de ce type en France. Les analyses qui ont pu être faites après n'ont pas toujours été suffisantes parce que le dispositif n'était pas suffisamment préparé. Notamment, vous voyez, il y a eu quelques cas avec des effets sur la végétation très spectaculaires. Et il y a eu des tentatives de prélèvement de cette végétation pour la faire analyser par des laboratoires de biologie spécialisés. Mais ça ne s'est pas fait dans des conditions tout à fait idéales et par conséquent, on ne peut pas en tirer toutes les conséquences. Par contre, si de semblables cas se représentent, je pense que Jacques Pattenet pourra vous confirmer qu'il s'est organisé de façon beaucoup plus rigoureuse pour pouvoir en tirer le maximum d'informations par des analyses conséquentes à cette observation. Oui. Jacques Pattenet, le cas rêvé. Si déjà on avait dans certains cas d'atterrissage ou autre des images, de véritables photos exploitables, déjà on aurait déjà fait un grand pas en avant parce que la plupart du temps on n'a rien. Bon, et puis on peut toujours rêver, pourquoi pas
Un objet, une vraie quelque soucoupe chose, volante qu'on puisse récupérer. Oui. Un Roswell pur et dur, mais vraiment. Tant qu'à rêver, autant rêver, ouais. Il faut noter que cette idée de photo est peut-être plus accessible maintenant avec tous les téléphones portables équipés de photos numériques, si vous voulez. Et en même temps, les photos numériques, le nombre de photos qu'un témoin pris toujours totalement dépourvu puisse avoir le réflexe de faire une photo. C'est vrai, vous avez raison, mais le nombre de photos augmente, mais la qualité n'est pas au rendez-vous, malheureusement. et puis surtout, photos numériques égale possibilité de trucage monstrueux. Ça, vous avez raison. Ça, c'est tout à fait C'est incontrôlable. l'inconvénient du numérique. Ah oui, ça, complètement. Merci beaucoup, en tout cas, Yves Sillard. Je vous en prie. Merci Bonsoir. d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle le titre donc du livre dont vous avez été le coordonnateur, Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi lancé à la science. C'est au Cherche Midi éditeur. Ce sera mis en vente le 5 avril. Jacques Patenay, avant de se quitter, êtes-vous satisfait des moyens que vous donne le CNES pour pouvoir étudier, j'allais dire de manière efficace, tous les dossiers qui vous sont proposés? Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas de. En règle générale, c'est ça qu'il ne faut pas répondre ça. Il faut demander une augmentation de budget. Enfin, à chaque fois. Mais on demande toujours une augmentation bon. de budget, de personnel et autres, ça c'est clair. Mais ce que je voulais dire simplement par là, c'est que il y a, à la différence des années précédentes, il y a une réelle volonté du CNES de vouloir prendre ce problème sérieusement, même si c'est bien entendu pas le cœur de métier du CNES. Oui, évidemment. Merci en tout cas, Jacques Patenay, de vous être déplacé jusqu'à nous. Et le site est en ligne maintenant. Je me tourne vers Pierre Massias. Si tu as essayé d'accéder au site et non, c'est pas un petit papier. Il n'est pas encore complètement en ligne. Bon, très bien. Donc ce sera d'ici quelques jours, je pense. Ça vient, ça. Je vois que apparemment les gens travaillent. Voilà. Et essayez de pas le faire exploser la prochaine fois que les archives seront en ligne. Merci en tout cas beaucoup, Jacques Patenay. Merci. À très bientôt. Dans quelques minutes, nous allons continuer à évoluer dans cet univers ufologique, mais à travers un dossier très très important, sûrement le dossier le plus important du monde historique, je serais tenté de dire, de l'ufologie, à travers un livre qui vient d'être traduit en français et publié aux éditions Terre de Brume. Ce livre a pour titre Roswell, l'ultime enquête. Son auteur Carl Pflock, et je recevrai pour nous présenter ce livre, Pierre Lagrange, que vous avez déjà entendu plusieurs fois dans l'émission Les Aventuriers de l'étrange. Pierre Lagrange, qui est anthropologue et l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur les ovnis. 0826 300 300, 0826 300 300. Si vous voulez nous apporter un commentaire de vive voix, Morad est là pour recevoir vos appels, ou vous pouvez également nous envoyer un SMS sur votre portable. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Amateur de dossiers intéressants et de livres, j'en ai un entre les mains qui pourra très très bien aller dans votre bibliothèque. Je suis sûr qu'il va en passionner beaucoup. Ce livre vient d'être publié aux éditions Terre de Brume. Il s'intitule Roswell, l'ultime enquête, écrit par Carl Pflock, P-F-L-O-C-K. Vous aurez de toute façon les références de ce livre et ainsi que la photo de la couverture sur le site psiland.org, psiland.org, psiland.org. Vous en aurez toutes les références pour en parler avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Lagrange. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Lagrange, sociologue, vous êtes auteur de nombreux articles et livres sur les ovnis. Alors, pour rentrer dans ce livre de manière convenable, commençons par présenter son auteur, Carl Pflock. Qui est-ce? Carl Pflock est un ufologue au sens strict du terme. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux ovnis et qui a un parcours assez original en ufologie, puisqu'il s'y intéresse depuis qu'il est très jeune et notamment il a été membre du NICAP dans les années 60. C'est quoi le NICAP? Le NICAP, c'est une oui. très grande association d'ufologues qui existe aux États-Unis et qui faisait notamment qui avait monté un lobbying très très important pour pousser l'armée à dire ce qu'elle savait sur le sujet. Mm-hmm. Donc c'est
exemple par Donald Keough. Keough, c'était un ex-marine et qui avait écrit un des tout premiers livres sur les ovnis en 1950 et qui avait écrit l'article qui avait, je dirais, contribué vraiment à lancer et à populariser l'idée que les soucoupes volantes étaient des vaisseaux extraterrestres. Ouais. Et Keough se battait contre ce qu'il pensait être une conspiration du silence de la part des militaires, parce qu'il avait des informations, comme il était ancien militaire et qu'il était également journaliste, donc il avait beaucoup de contacts au Pentagone. Ouais. Et il avait noté très tôt une espèce de hiatus entre le discours public, qui était en gros la situation est sous contrôle et ces ovnis ne méritent pas qu'on s'y attarde, et le discours privé de plein d'informateurs qui lui disaient ben non, on a l'impression qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus important, mais on n'en dit rien. Et donc il voulait que tout ça sorte en public. Et Floch a grandi dans cette atmosphère. Il est décédé en 2006, hein, c'est ça? Il est décédé en 2006 malheureusement d'une maladie dégénérative très grave, qui est pour ceux qui connaissent, c'est le même type de maladie dont est atteint Stephen Hawking, le grand physicien. Ouais, d'accord. Mais une forme beaucoup plus rapide et beaucoup plus fulgurante, sérieuse. Et donc Carl a beaucoup consacré d'années de sa vie à l'étude de ce sujet. Et il a aussi la particularité tout à fait intéressante, ce qui en fait une figure assez polémique du milieu ufologique, d'avoir, au début de sa carrière, après avoir fait des études de philo, il a travaillé pour la CIA. Ah, oui. Effectivement. Et ensuite, il a travaillé pour le Congrès, pour Ouais. différentes structures du Congrès, et pour différents hommes politiques et congressmen. Ouais. Mais le fait qu'il ait travaillé pour la CIA donne une aura de mystère au personnage. Mais ça lui donne peut-être aussi, enfin, ça lui donnait peut-être aussi un carnet d'adresses intéressant. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que il a écrit ce livre, mais donc il a commencé à s'intéresser à l'affaire de Roswell fin des années 80, début 90, quand elle a commencé vraiment à ressortir, qu'on a commencé à beaucoup en parler. Ouais. Et il est revenu sur les lieux, et c'est vrai qu'il avait un bon carnet d'adresses au Congrès et dans différentes institutions. Et c'est grâce à ce carnet d'adresses et à ses contacts privilégiés qu'il est à l'origine de tout le bruit médiatique qu'il y a eu en 93-94 autour de Roswell. Et c'est un des artisans de cette démarche que le Congrès a eue de demander avec force, c'est-à-dire d'obliger l'US Air Force à dire ce qu'elle savait sur la question. Floch, notamment son épouse, tout simplement travaillait pour, je crois travaillait encore d'ailleurs, à l'époque elle travaillait pour le bureau de Steven Schiff, qui était le représentant au Congrès du Nouveau-Mexique. Et c'est Schiff qui a demandé... Là où est Roswell, enfin là où est situé géographiquement Roswell. Voilà, tout à fait. Donc ça dépendait de sa juridiction, et il y avait tout un tas de constituants qui lui avaient envoyé des courriers, que s'est-il passé à Roswell, on voudrait savoir et tout. Et Schiff donc était un peu intrigué par ça, mais guère plus. Et par ses contacts avec Carl Floch, et c'est là où il a pris conscience de l'intérêt du dossier, et surtout de l'intérêt d'avoir, un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure avec le CNES, de faire la transparence sur ce genre de choses. Ouais. Et donc par son épouse, et grâce à Schiff, il a pu atteindre le GAO, le General Accounting Office, qui est une espèce de Cour des comptes, l'équivalent de notre Cour des comptes à nous, qui a exigé que l'US Air Force fasse la transparence sur toute l'affaire. Alors, ça a relancé la polémique, bien évidemment, ça ne l'a pas calmé. Mais il n'en reste pas moins que c'est un des acteurs très importants de tout ce qui s'est passé au milieu des années 90, autour de Roswell, et c'est grâce à lui qu'on a autant entendu parler de cette affaire. Alors, Pierre Lagrange, vous restez avec nous après avoir présenté l'auteur, Carl Floch. Vous nous avez présenté son CV, donc on imagine évidemment l'importance que revêt la lecture pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus sur cette affaire, qui est peut-être une des affaires historiquement la plus célèbre dans le monde de l'ufologie. On se trompe pas trop en disant ça. Ah, c'est clair que c'est sans doute la plus célèbre, parce que c'est celle que le grand public connaît. Oui. Vous parlez de Roswell dans la rue, mais à peu près tout le monde a entendu parler de l'affaire de Roswell. Il y a même une série télé actuellement qui s'appelle Roswell. Il y a même une série télé, effectivement, qui est assez décalée par rapport à l'affaire elle-même. C'est une série pour les adolescents. Mais c'est dire l'aura qu'a cette affaire, quoi. Comment ? C'est dire l'aura qu'a cette affaire. Tout à fait, effectivement. C'est une affaire qui a réussi à intéresser la télévision et énormément d'acteurs de la vie publique.
Alors, nous allons entrer avec vous dans ce livre. Je vous rappelle le titre de ce bouquin, Roswell, l'ultime enquête. Donc, on s'attend à des choses intéressantes à l'intérieur. C'est ce que l'on va découvrir avec mon invité Pierre Lagroche dans quelques minutes. Vous pouvez nous envoyer vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable. Vous laissez un espace. Vous rédigez votre commentaire, votre texte et vous envoyez tout ça au 71 200 ou encore Morad est au standard. Vous pouvez l'appeler au 0826 300 300. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Roswell, l'ultime enquête, un livre écrit par Karl Pflock, paru aux éditions Terre de Brume. C'est la première fois qu'il est publié en français, hein? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a été publié aux États-Unis. En fait, Pflock l'avait un peu écrit à mon initiative parce qu'il avait d'abord publié un rapport en 93 sous l'égide du Fund for UFO Research, qui est une organisation américaine qui donne des bourses à des chercheurs qui veulent enquêter sur divers aspects de l'histoire des ovnis. Et donc il avait publié un rapport qui avait fait pas mal de bruit déjà, et il comptait en faire un livre. Et à l'époque, moi j'avais discuté avec lui de l'idée effectivement tout à fait intéressante de développer sous forme d'un ouvrage. Alors il se trouve que bon, l'édition française étant ce qu'elle est sur ce genre de sujet, c'est très difficile de publier un ouvrage sur un sujet. Les éditeurs sont plus friands d'ouvrages avec des thèses plus populaires, on va dire. Donc il est d'abord paru aux États-Unis. Et là, grâce à Terre de Brume, j'ai pu le faire paraître en français, ce qui permet de rajouter une pièce, à mon avis, importante au dossier et d'alimenter la controverse qui est en France assez unilatéralement représentée par des ouvrages qui défendent la thèse classique de la chute d'une soucoupe volante à Roswell. Et cet ouvrage défendant une autre thèse, il me semblait important de le rendre accessible aux lecteurs de langue française qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais, et de permettre comme ça d'avoir tous les éléments en main. Oui. Alors, avant d'aller plus loin, sans entrer dans les détails évidemment, mais rapidement et de manière succincte, rappelez-nous en quelques mots ce en quoi consiste cette affaire de Roswell qui a démarré le 4 juillet 1947. Alors, ce qui se passe d'abord, juste un tout petit peu le contexte, l'histoire des soucoupes volantes démarre quelques jours avant, justement, le début juillet 47, le 24 juin 47, dans le nord des États-Unis, un pilote privé américain, Kenneth Arnold, observe 9 engins bizarres, et c'est à la suite de son observation qu'il rapporte à des journalistes que va démarrer l'histoire des soucoupes volantes. On parle des soucoupes volantes à partir de ce moment-là et pas avant. D'accord. Donc, quand l'affaire de Roswell démarre début juillet 47, les soucoupes volantes ont quelques jours, et c'est un phénomène tout à fait nouveau, et il y a tout un tas de spéculations dans la presse sur ce que c'est, et sur la façon de résoudre ce mystère qui se présente. Et donc, début juillet 47, donc un paysan des environs de Roswell, Mac Brazel, débarque à la ville de Roswell avec des débris d'un truc qui est tombé dans son champ. Et qui a recouvert une grande partie de son champ. Des débris métalliques, avec du bois, en fait tout un tas de mélanges, de choses assez légères. Et il apporte ça va atterrir bien sûr chez les militaires. Et il va se passer un truc très curieux, c'est que les militaires vont commencer par annoncer qu'ils ont découvert une soucoupe volante. Alors vous imaginez l'effet d'annonce, que l'armée américaine annonce comme ça la découverte d'une soucoupe volante, même si à l'époque on spéculait sur ce que c'était et on parlait pas forcément d'extraterrestres, mais surtout d'armes secrètes. On pensait que c'était peut-être les Russes ou une arme secrète américaine. C'est quand même une annonce tout à fait intéressante. Alors, une annonce qui intervient, donc c'est pour ça que vous avez précisé, j'imagine, le contexte dans lequel ça s'est passé, quelques jours après que ce concept, entre guillemets, soit né. Soit inventé. D'accord. C'est-à-dire que donc c'est vraiment dans le tout début de l'histoire des soucoupes. D'accord. Et donc l'armée, qui jusque-là avait fait des déclarations qui consistaient à dire, les gens ont fait des confusions, enfin les réponses classiques, vous savez, les réponses rationalistes qu'on connaît, qui consistent à écarter le problème. Là, brusquement, ils annoncent qu'ils ont découvert une soucoupe volante, donc ça intéresse la presse. Bah oui, ça secoue un peu quand même. Voilà, les débris, entre-temps, sont transportés de la base de Roswell à la base de Fort Worth, qui est une autre base dans le Texas. Et là, deuxième dépêche de presse, et on annonce qu'en fait, c'était les débris d'un ballon-sonde, il n'y a plus rien à voir, et l'affaire retombe comme un soufflet. Mais vraiment, l'affaire s'éteint et on n'en parle plus pendant 30 ans. Voilà, à cette époque-là, ça a ému personne finalement, et voilà, d'accord. L'affaire a duré quelques heures, et à partir de la deuxième dépêche, plus personne ne se pose de questions, il ne se passe plus rien, pendant 30 ans jusqu'en 1978. Et là, en 78, un ufologue, qui était aussi physicien de formation, Stanton Friedman,
rencontre par hasard au cours d'une émission de radio, je crois qu'il faisait sur les ovnis dans un coin des États-Unis, il rencontre un ancien militaire qui lui dit « mais moi j'ai participé il y a très longtemps au recueil de débris de soucoupes volantes, c'était très étrange, on a caché la vérité ». Il dit « qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Parce qu'il faut savoir aussi, autre détail important, que dans les milieux ufologiques, depuis très longtemps, depuis justement la fin des années 40 et le début des années 50, il y avait tout un tas de rumeurs qui circulaient sur des soucoupes volantes qui auraient été récupérées par l'armée. Mais la majorité des ufologues considéraient que ça n'était que des rumeurs, et les enquêtes qui avaient été faites n'avaient permis de rien trouver. C'est-à-dire c'était toujours l'homme qui a vu la soucoupe, on n'avait jamais mis la main sur quelqu'un qui disait « moi je l'ai vu ». Un témoin direct, quoi. Voilà, il y avait tout le temps des témoins au deuxième, troisième degré, donc c'était impossible de faire la lumière. Et Friedman était sceptique comme ses collègues. Donc il s'est dit, qu'est-ce que c'est encore cet oiseau-là qui vient me raconter encore une énième version de l'histoire que je connais, mais par acquis de conscience, qui est plutôt une bonne qualité, il vérifie. Et il demande à un ami ufologue, William Moore, de vérifier, et Moore, en fouillant, parce que il faut savoir que ce militaire se souvenait plus trop de l'époque et des circonstances, donc il cherche dans la presse, et il retombe dans les journaux il leur dit juste que ça s'est passé à Roswell. Et effectivement, en 47, il tombe sur une série de clippings qui parlent de l'affaire de truc qui s'est passé à Roswell, découverte d'une soucoupe, puis soucoupe expliquée comme étant un ballon sonde. Donc ils se disent, pour la première fois, on a un témoin ça correspond à un événement qui s'est effectivement passé. Donc du coup, ils vont creuser l'affaire. Surtout que Jesse Marcel leur dit, la deuxième dépêche là qui explique que ça c'est une blague, c'est-à-dire c'est de la désinformation, et on a caché quelque chose, parce que moi j'ai eu les débris entre les mains, et je vous assure que c'était pas un ballon sonde. Donc à partir de là, tout démarre. Voilà. L'affaire va être relancée, et William Moore va publier en 1980 un livre avec Charles Berlitz, qui est célèbre pour avoir écrit toute une série d'ouvrages sur le triangle des Bermudes, et quelques autres mythes populaires comme ça. Et dans ce livre, ils expliquent qu'en fait, l'armée a caché la vérité, qu'elle a récupéré une soucoupe volante, et sans doute les corps de ses pilotes, et qu'elle cache la vérité depuis 1947. Alors au début, il faut savoir que les ufologues, malgré le fait que William Moore soit un des auteurs, c'est-à-dire un ufologue assez connu, ils trouvent que le livre est très mal construit, et c'est vrai, quand on le lit, c'est vraiment c'est du très mauvais travail, parce que ça mélange tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir avec Roswell, un peu pour faire du remplissage, et du coup, les ufologues sont assez méfiants. Mais William Moore va continuer à documenter le dossier, et il va réussir à convaincre un certain nombre de personnes qu'il s'est sans doute passé quelque chose de bizarre là-bas, et que ça mérite d'être creusé. Et à la fin des années 80, et donc au cours des années 90, tout un tas d'enquêteurs vont se remettre sur ce dossier et essayer de faire la part des choses et de trouver ce qui est effectivement tombé, parce que là, pour le coup, il y a une certitude, quelque chose est tombé. Il y avait quelque chose dans le ciel, c'est tombé dans le champ de McBrazel, et la question c'est qu'est-ce que c'était. Et donc Flock fait partie des enquêteurs qui vont se mettre sur ce dossier, et en fait ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est que il va y avoir en gros deux camps qui vont se constituer au sein des ufologues. Il y a ceux qui pensent qu'il y a un vrai mystère, c'est-à-dire que il y a un objet tout à fait étrange, exotique, et peut-être un vaisseau extraterrestre qui est tombé à Roswell. Et puis il y a d'autres enquêteurs comme Carl Flock, également un autre qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle Robert Todd, parce que c'est en fait l'épine dans le pied des services officiels. C'est l'homme aux États-Unis qui a fait le plus déclassifié le plus de documents officiels américains. C'est celui grâce à qui on connaît le plus de documents anciennement secrets qui sont maintenant sur la place publique. Il a embêté la CIA, la NSA, l'US Air Force pendant des années, et il a permis comme ça à notre connaissance, une très large connaissance des dossiers secrets américains. Et Todd et Flock, en fait, pensent que l'hypothèse, c'est pas un vaisseau spatial. Ils pensent qu'en fait, c'est effectivement quelque chose de très sensible à l'époque qui nécessitait le secret le plus absolu, mais que c'est pas lié aux extraterrestres et aux soucoupes volantes, c'est lié en fait à la guerre froide et à la guerre froide que se faisaient les Américains et les Russes. De manière acharnée, oui. Voilà, acharnée, effectivement. Pour nous, c'est de l'histoire ancienne, tout ça, ça paraît en tous les cas beaucoup moins exotique que l'histoire des extraterrestres, mais c'est vrai qu'en 47, les Américains possèdent la bombe atomique, et leur obsession, c'est de se dire quand est-ce que les Russes vont l'avoir. Et donc, ils sont en train de mettre au point tout un tas de programmes d'espionnage des Russes, de programmes technologiques assez avancés pour essayer de savoir quand les Russes vont avoir cette fichue bombe atomique. Et donc, un de ces programmes avait été mis en place, consistait à envoyer des ballons dans la haute atmosphère avec tout un tas d'appareillages très sophistiqués pour essayer de détecter les ondes de choc
produite par une éventuelle explosion nucléaire soviétique. D'accord. Et donc ça, c'était ultra secret. Ah, j'imagine. Oui. Et alors, le scénario de Todd et de Flock, c'est de dire qu'en fait, une fois que ces ballons, donc c'était des trains de ballons, il faut imaginer que c'était des trucs qui étaient grands comme les 2/3 de la Tour Eiffel. C'est pas un ballon avec un truc accroché. C'est des trains de ballons, c'est quelque chose de gigantesque. Donc ces choses-là sont volées, réaliser leur mission, en gros, espionner les Russes, et ensuite ça retombait dans le désert. D'accord. Et en fait, leur hypothèse, c'est que Mac Brazel a découvert les débris d'un de ces trains de ballons qui est tombé dans son champ, qu'il les a apportés à la base de Roswell, et à Roswell, les gens n'étaient pas au courant, les militaires n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans le cadre de ce programme d'espionnage des Russes. Ouais. Parce que c'est un programme très cloisonné, et à Roswell, personne n'avait la connaissance de ce genre de choses. Donc, ils ont été bluffés par ces débris. Ils les ont appelés soucoupes volantes parce que c'était l'expression qui était en gros dans l'air du temps. On désignait sous le nom de soucoupe volante des tas de choses. Tout ce qu'on trouvait au sol qui était un peu bizarre, à l'époque, la presse est pleine d'histoires de soucoupes volantes qu'on a trouvées au sol, dans l'Idaho, en Californie, à des tas d'endroits, et qu'on a ensuite expliqué. La plupart du temps, d'ailleurs, ce sont des canulars. Et donc, l'expression soucoupe volante vient machinalement parce que, voilà, c'est l'expression qui est populaire à ce moment-là. Mais la thèse, c'est que, en fait, c'est les débris de cet engin, et c'est pour ça qu'à la base de Fort Worth, quand les débris ont été transportés et que là des experts ont identifié que c'était lié à ce programme d'espionnage des Russes, ils se sont dit il faut surtout pas que ça transpire, donc il faut mettre une chape de plomb là-dessus, et ils ont tué l'histoire en inventant une explication par un ballon-sonde classique, on va dire. Ouais, et donc ça a bien fonctionné puisque l'histoire en fait a été enterrée aussitôt. Alors, nous allons faire une pause, Pierre Lagrange, et revenir ensuite sur les différents éléments qu'amène Carl Flock à ce dossier, donc le plus célèbre dans l'histoire de l'humanité concernant les ovnis, Roswell. Le livre, je le rappelle, s'intitule Roswell, l'ultime enquête. Vous allez nous donner un petit peu plus en détail les différents éléments, parce qu'on sait que quand les Américains se mettent à creuser une affaire, ils ne font pas semblant, ils y vont vraiment, et ils déterrent des témoignages, ils retrouvent des personnes qui étaient sur place, les font parler. Donc, quels sont les différents arguments qui font que Carl Flock s'est fait une idée précise du dossier Roswell? Et puis, je vous demanderai également de savoir si Carl Flock, en tant que, on va dire, spécialiste dans le monde de l'ufologie, pensait qu'il y avait déjà, puisqu'il est décédé en 2006, donc il a eu le temps, j'imagine, d'étudier d'autres cas, quelle est son idée quant à l'hypothèse exotique, entre guillemets, des ovnis. On se retrouve dans quelques minutes, 0826 300 300, 0826 300 300, c'est le numéro du standard si vous voulez intervenir, ou nous envoyer vos commentaires, vos questions par SMS, vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Avec mon invité Pierre Lagrange, qui est sociologue des sciences, hein, c'est ça le titre exact, hein? Sociologue des sciences, où j'étudie les controverses scientifiques, et notamment les controverses sur les soucoupes volantes, entre autres, oui. Alors, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, à moins qu'il y en ait eu un depuis, publié en 2005, La guerre des mondes a-t-elle eu lieu? Et vous partez de cette célèbre émission de radio d'Orson Welles, qui a adapté à la radio La guerre des mondes, et on en a discuté très longtemps ensemble au téléphone, et là vous m'avez démystifié une émission de radio que je croyais être historiquement la plus importante de l'histoire de la radio, où il a créé une véritable vent de panique aux États-Unis, et que nenni, que dalle, rien du tout. Oui, pas de chance, oui. Ah ouais, vous m'avez cassé mon jouet. Oui, mais ça fait partie justement de ces histoires qui ont en plus énormément contribué à alimenter cette idée que les gens sont irrationnels, donc prêts à croire aux soucoupes volantes et à tout ce qui s'ensuit. L'histoire d'Orson Welles, c'est de la prétendue panique déclenchée par Orson Welles. C'est un argument qui a été ressorti pendant 50 ans d'histoire des soucoupes volantes, comme par les rationalistes, en disant, voyez, si on favorise les soucoupes volantes dans le grand public, ça va donner des paniques de ce genre. Or, il n'y a pas eu de panique. Donc du coup, ça permet de montrer que une bonne partie des arguments des rationalistes indiquant qu'il faut en gros tranquilliser le public et surtout pas qu'il s'intéresse aux soucoupes volantes, cet argument tombe de lui-même. Ouais. Les gens ne sont pas
ne panique pas facilement. Ouais. C'est aux éditions Robert Laffont. Hein, voilà, je conclus en disant ça. Alors là, en revanche, nous parlons d'un livre que vous avez, auquel vous avez participé carrément à sa rédaction, hein, puisque c'est vous qui avez demandé à son auteur, Karl Floch, après avoir publié un document, d'en faire un livre. Ce livre s'intitule donc Roswell, l'ultime enquête, chez Terre de Brume. Qu'allez-vous rajouter? Non, disons que je pense qu'il avait l'intention de faire ce livre, mais c'est vrai que je pense que c'était une très bonne idée et je l'avais vivement encouragé à le faire. Alors, et j'avais eu le manuscrit bien avant qu'il soit publié aux États-Unis, puisqu'on l'avait même fait traduire. Et c'est gros pavé, hein, 400 pages quand même. Hein. Oui, je pense que c'est un des plus gros livres qu'il y a sur le sujet, mais ça s'explique par le fait qu'effectivement il va très en détail dans tous les différents aspects de l'affaire. Il examine tous les cas de façon très détaillée, et puis surtout il y a beaucoup de documents, notamment tous les témoignages de toutes les personnes qui sont apparues sur la scène de l'affaire de Roswell et qui ont témoigné avoir vu ceci ou cela à telle ou telle époque. Donc tous les documents sont joints au livre. En américain et traduits en anglais, en français. Ils sont traduits bien sûr. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure, avant que nous fassions cette pause, que c'est vrai qu'aux États-Unis, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais il y a une chose sur laquelle on peut pas revenir, c'est que quand ils se lancent dans une enquête, ils font pas semblant. Ils y vont vraiment à fond. Alors, quelle que soit d'ailleurs la thèse qu'ils défendent, hein, mais ils y vont vraiment à fond. Et il y a pas mal de témoins qui ont été retrouvés quand même proches de cette affaire. Oui, et en plus vous souleviez un point tout à fait intéressant tout à l'heure. C'est vrai que Karl Floch occupe une position tout à fait particulière dans ce débat. Nous, depuis la France, on voit souvent le débat sur Roswell entre en gros des pros et des anti, on va dire. Il y a ceux qui croient à Roswell, ceux qui n'y croient pas. Et en général, ceux qui croient pas à Roswell, ils croient à rien des ovnis. Et ceux qui croient à Roswell, ils croient à tout. En fait, le tableau est beaucoup plus complexe que ça. Et même en France d'ailleurs. Moi, je connais tout un tas d'ufologues qui pensent que les ovnis, ou que certains d'entre eux sont des phénomènes dotés d'intelligence et sans doute des manifestations extraterrestres, mais qui ne pensent pas que Roswell relève de cette explication-là. D'accord. Donc il y a des positions beaucoup plus lancées. Et aux États-Unis, c'est vraiment le cas, puisque Karl Floch est quelqu'un qui, toute sa vie, a pensé qu'une partie de ce qu'on appelait OVNI était liée à des manifestations extraterrestres. D'accord. Et c'est quelqu'un qui, dès le début du livre, il l'explique, c'est pas un anti-OVNI. Je dirais, c'est pas quelqu'un qui partage ce point de vue caricatural de beaucoup de rationalistes, qui consiste à dire l'OVNI c'est un irrationnel, il faut chasser ça de la tête des gens le plus fermement possible. Il est favorable à l'idée que certains de ces phénomènes sont très étranges et qu'ils méritent certainement une étude. Par contre, il s'est intéressé à tout un tas de dossiers, et notamment celui de Roswell, et il l'a creusé. Et dans ce cas-là, il pense que ça n'a rien à voir avec l'hypothèse extraterrestre. Et que donc ce dossier-là est un peu un dossier qui va détourner, je dirais, de certains autres dossiers qui pourraient être plus intéressants et qui pourraient être plus prometteurs pour faire avancer l'ensemble du dossier. Ouais. Alors, quels sont les éléments, je dirais, intéressants qui, à vos yeux, semblent réellement emporter l'adhésion dans le fait de dire que, à Roswell, il n'y a rien eu, point. Alors, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu ce qu'on croit. Voilà. Il n'y a pas eu ce qu'on espère, on va dire. Pour être précis, oui. Voilà. Donc, c'est vrai que le premier point, c'est que tout le monde est d'accord, quelque chose est tombé. Même les plus sceptiques. C'est pas une rumeur, Roswell. C'est une histoire qui, certes, s'est déformée, mais il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments parce que le dossier, au départ, était assez simple. Au départ, en 47, le dossier, c'est des débris dans un champ. Et on se dispute sur l'explication. Aujourd'hui, le dossier, c'est autre chose. C'est des débris plus une épave de soucoupe volante qui est tombée un peu plus loin, plus les corps de petits pilotes et un secret digne d'un Watergate cosmique qui s'est greffé là-dessus. Donc, en 60 ans, l'histoire s'est énormément transformée et il y a tout un tas de choses qui se sont greffées dessus. Alors, la question, c'est entre ce que Brazel rapporte à la base de Roswell, qui est donc des cartons pleins de débris métalliques et d'un bois assez léger, entre ça et ce qu'on raconte maintenant, c'est-à-dire une soucoupe volante avec ses pilotes, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on se retrouve avec une évolution pareille dans le récit? En fait, et c'est là où le travail de Floch et de quelques autres enquêteurs est extrêmement intéressant, c'est que cette histoire, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il s'était effectivement passé quelque chose à Roswell, les ufologues ont fait une énorme recherche pour retrouver d'autres témoins éventuels. Et effectivement, ils ont retrouvé d'autres personnes qui se souvenaient d'avoir
sur les lieux à l'époque et d'avoir vu telle et telle chose. Et alors c'est allé effectivement de gens qui avaient vu les débris, oui, à d'autres personnes qui disent mais moi j'ai vu les corps de petits pilotes dans la base, cachés dans des cercueils, etc. etc. Oui, on a même parlé d'une commande de cercueils, petite taille, etc. Oui. Voilà. Et donc il y a tout un tas de nouveaux témoins qui se sont greffés dessus. Alors on ne peut pas rentrer dans tout le détail, mais je dirais qu'il y a deux types de témoins dans cette histoire. Et il y a un certain nombre de personnes, 3 types même. Il y a effectivement des personnes comme Mac Brazel, comme Jesse Marcel, le militaire, qui étaient effectivement sur les lieux, qui ont participé aux événements, mais ces événements, c'est donc la collecte de débris bizarres dans un champ. Ça, c'est l'affaire Roswell, le noyau dur. À côté de ça, il y a une deuxième catégorie de témoins, de personnes qui se souviennent avoir vécu quelque chose et ont observé des choses bizarres. Alors effectivement, des corps de pilotes ou étranges ou des choses, d'autres choses du même style. Et là, il y a un premier problème qui arrive. C'est que une partie de ces témoignages qu'on a accrochés à l'affaire de Roswell, en fait, ne sont pas liés à l'affaire de Roswell. Et ça, c'est très clair. Tout à l'heure, quand je parlais de Jesse Marcel, quand il rencontre Stanton Friedman, il lui dit « J'ai participé il y a très longtemps à une histoire, ça s'est passé à Roswell et tout, mais il se souvenait plus de l'année. » Et c'est vrai que 30 ans après, c'est très difficile de savoir si on a vécu quelque chose, si c'était en 47, en 46 ou en 48. Si on n'a pas noté ça de façon très précise et si on l'a pas gardé avec soi, ça devient difficile. Et Jesse Marcel, il n'a pas été capable de donner la date exacte. Il a fallu faire des recherches pour retrouver de quoi il parlait et que ça se passait en 47. Et en fait, c'est ce qui se passe avec tout un tas d'autres témoins. Il y a d'autres témoins qui arrivent et qui disent « Oui, mais moi j'ai vécu quelque chose, c'est lié à cette affaire et tout. » Et en fait, on s'est rendu compte que ça s'était passé à d'autres moments et que ça n'était pas du tout lié à l'affaire de Roswell et que ça impliquait d'autres histoires. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de témoins. Et notamment, pour citer un exemple, on a raconté que Lincoln Lapas, qui était un très grand spécialiste des météorites et qui analysait les récits des témoins pour retrouver l'impact, l'endroit où était tombée une météorite, avait participé à l'affaire de Roswell, puisque les militaires lui avaient demandé de retrouver le site d'impact de l'épave principale de la soucoupe. D'accord. Et donc il y avait un autre militaire, Riquette, qui avait participé à ça. En fait, on a fait une recherche et on s'est rendu compte qu'effectivement, la PAZ a participé à des recherches à Roswell, mais c'était en 1948. Et c'était pour l'affaire des boules de feu vert, qui est une affaire qui n'a rien à voir avec l'affaire de Roswell elle-même. Donc c'est autre chose, mais simplement la mémoire et les défauts de la mémoire aidant, on l'a accroché indûment à l'affaire de Roswell. Donc il y a tout un tas de témoignages comme ça qu'on agglutine à l'affaire de Roswell qui n'ont rien à y faire. Et ensuite il y a une troisième catégorie de témoins, et là c'est plus triste, enfin c'est à la fois amusant mais quand même plus triste pour le dossier, ce sont des gens qui vont profiter de l'événement et du fait que cet événement est médiatique pour inventer une participation à l'affaire de Roswell. Et c'est vrai que dans les années 90, quand l'affaire est ressortie, notamment dans le cadre de l'enquête qui a été faite par le Center for UFO Studies, qui est un des grands centres d'études des ovnis aux États-Unis, qui a été fondé par Allen Hynek, un astronome très célèbre là-bas, qu'on voit à la fin de Rencontre du troisième type dans le film de Spielberg, et qui a été le conseiller du film. Un certain nombre les enquêteurs du QFOS donc ont retrouvé quelques acteurs de l'affaire de Roswell, dont Flock montre, à mon avis, avec des arguments extrêmement convaincants, que ce sont des menteurs qui ont voulu profiter de la notoriété de l'affaire pour, je ne sais pas, soit gagner de la notoriété, soit gagner un peu d'argent, enfin, pour des raisons troubles. Les canulars, c'est jamais forcément pour gagner de l'argent, mais voilà, ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans cette histoire et qui du tout rajoutent des détails qui vont embrouiller l'affaire et qui vont faire que l'histoire va partir dans des directions tout à fait délirantes. Et alors justement dans ce cas quelques exemples de témoins, voilà. Il y a un exemple tout à fait intéressant parce que c'est un exemple d'un témoin auquel Flock a accordé très longtemps beaucoup de crédit. C'est le Glenn Dennis, qui est un monsieur qui avait une entreprise de pompes funèbres et qui raconte que l'armée lui a commandé des petits cercueils pour entreposer les cadavres des extraterrestres et pour les transporter. Dans de la glace et des petits cercueils, voilà. Et Glenn Dennis dit qu'il a su ça par le biais d'une infirmière. Enfin, il y a toute une histoire très élaborée qu'il a construite autour de ça. Et pendant très longtemps, Flock connaissait très bien Glenn Dennis. Il a énormément enquêté autour de cette histoire. Il était persuadé que c'était l'élément qui, permettait de prouver qu'il s'était passé quelque chose de très étrange à Roswell. Parce que l'autre détail sur lequel il faut insister, c'est que Carl Flock, pendant très longtemps, a pensé que la thèse extraterrestre était valable pour l'affaire de Roswell. Pendant très longtemps, il a cru qu'une vraie soucoupe était tombée et que l'armée avait vraiment caché quelque chose qui était du niveau du Watergate cosmique, pour reprendre l'expression. Et donc,
Glenn Dennis. Et à force d'enquêter, de vérifier tout, notamment la piste sur la fameuse infirmière et tout ce qui s'ensuit. Oui, qui aurait disparu, c'est ça. Voilà, qui aurait disparu, on l'a retrouvée. En fait, on s'est rendu compte que Glenn Dennis a inventé tous ces détails-là. Et que sa participation se réduit à rien, malheureusement. Et que donc, du coup, l'histoire des petits hommes tombe à l'eau. Alors, il y a d'autres témoins qui ont aussi parlé de petits hommes, Frank Kaufman, enfin d'autres témoins qui sont intervenus. Et alors, le problème, c'est que quand on compare tous ces témoignages, on se rend compte qu'ils ne correspondent absolument pas entre eux, ce qui est quand même un gros problème pour la véracité de l'affaire. Et notamment, on se retrouve à l'arrivée avec tout un tas de lieux de crash qui ne sont pas situés au même endroit. Donc, à moins d'imaginer qu'une dizaine de soucoupes volantes soient tombées dans la même période, ça devient un peu difficile à soutenir. Mais alors donc, si je vous comprends bien, le témoignage de ce monsieur Glenn Dennis, c'est ça. Voilà, certains donc considèrent qu'il a menti, dont fait partie Karl Pflock, et d'autres considèrent en revanche qu'il a dit la vérité, c'est ça? C'est pas le seul, oui. C'est-à-dire que c'était Pflock qui avait le plus de contact avec Glenn Dennis. Oui. Mais c'est vrai qu'il avait été considéré comme un bon témoin, mais il n'est pas le seul. Il y avait comme ça toute une petite brochette de témoins. En fait, ce qui est assez amusant dans ce genre d'affaires, c'est que chaque enquêteur va suivre sa piste. Et donc, on se retrouve avec, d'un côté, les enquêteurs du CUFOS avec leurs témoins vedettes. De notre côté, Stanton Friedman, l'ufologue qui avait le premier découvert l'affaire, a aussi ses témoins vedettes. Il s'appelle Gerald Anderson dans son cas. Et Pflock a son témoin, donc, qui est Glenn Dennis. Et en fait, en enquêtant, Gerald Anderson, le témoin vedette de Stanton Friedman, s'est écroulé complètement, puisque dans la seconde édition du livre de Friedman, il est obligé de rajouter une note en expliquant que malheureusement, le témoignage de son témoin vedette s'écroule. Alors, il dit en même temps que les conclusions de son livre ne sont pas changées, mais comme une bonne partie de son livre s'appuie sur ce témoignage, ça pose quand même un petit problème. Un peu, oui. Le témoin vedette de Randall et Schmidt, les enquêteurs du CUFOS, Frank Kaufman, pose aussi énormément de problèmes parce qu'il donne différentes versions de l'histoire qui sont mutuellement contradictoires. Et dans leur livre, en fait, ils citent plusieurs témoins différents et on se rend compte que c'est en fait la même personne, c'est toujours ce Frank Kaufman, qu'on nous présente comme étant 2 et parfois 3 personnes différentes. Donc ça devient très compliqué. Et alors le dernier témoin, donc Glenn Dennis, là, auquel Pflock a accordé tant de crédit, il finit par se rendre compte que lui aussi, quand on vérifie, ça ne tient pas. Son infirmière n'a jamais participé à l'histoire. Enfin bon, tout part en petits morceaux. Et ça, c'est un des traits importants de l'affaire de Roswell dans ses développements, je dirais, fantastiques, c'est-à-dire dans ses développements des années 90. Comme l'affaire a été énormément médiatisée aux États-Unis, c'est vrai que ça a attiré quelques escrocs, petits escrocs, c'est pas non plus immense, c'est pas des gens qui se sont enrichis sur le dos des autres, mais des gens qui ont voulu faire parler d'eux. Ça peut se comprendre, je veux dire, la recherche, comme disait Andy Warhol, on a tous droit à notre quart d'heure de célébrité, donc certains l'ont trouvé avec l'affaire de Roswell. Oui. Voilà. Et Karl Pflock, donc, démonte de manière précise et avec des preuves tangibles que le témoignage de Glenn Dennis est un faux. Oui, c'est ça, oui, parce qu'il a parce que je suppose qu'il a dû creuser. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail qui consiste à vérifier tous les éléments que le témoin... C'est-à-dire pendant longtemps, son témoignage tenait parce qu'on n'avait pas cette fameuse infirmière. Alors après, on a fini par se dire, elle n'existe pas et tout. Puis ils ont retrouvé effectivement une infirmière, mais rien ne correspondait à ce que Glenn Dennis racontait. Donc il y a un moment, il faut qu'il y ait de la cohérence. Et si la personne n'est pas là au bon moment, si elle n'a pas participé à l'événement que l'autre personne décrit et tout, ça s'écroule de soi-même, quoi. Et c'est vrai que ce qui permettait à Glenn Dennis de tenir, c'est que les gens qu'il citait, personne ne les avait retrouvés. Et à partir du moment où on vérifie tous ces détails, le témoignage s'écroule. Et malheureusement, c'est ce qui se passe pour tout un tas d'autres témoignages, au moins les témoignages vraiment fantastiques de l'affaire de Roswell. C'est que les détails, peu à peu, quand on arrive à les vérifier, tombent en petits morceaux. Mais il faut bien se représenter, parce que c'est vrai que l'affaire de Roswell, beaucoup de gens croient la connaître, parce que c'est très populaire, on en entend beaucoup parler. Mais pour avoir travaillé quand même pas mal d'années à suivre tous les débats sur cette affaire et tout, j'ai des cartons entiers de dossiers là-dessus, il faut bien se comprendre que c'est d'une complexité rare. Et que pour prétendre maîtriser un dossier pareil, il faut vraiment avoir passé des années à consulter la littérature, à recouper les divers éléments, à revenir sur les lieux, à discuter avec les différents enquêteurs. C'est un travail de titan.
Et je sais bien que sur les ovnis, on a tous notre opinion. Et moi, je vois souvent des gens avec lesquels je discute qui me disent « Ah ben, sur Roswell, je suis sûr que... » Et pour être sûr que, il faut avoir passé beaucoup de temps à travailler. Et la plupart des gens n'ont pas fait cette démarche. Alors, moi, je peux pas en vouloir à des gens qui ont leur opinion. Mais ce contre quoi je voudrais mettre en garde, c'est contre le fait d'avoir une opinion trop facilement et en omettant toute cette démarche qui consiste à se replonger dans les dossiers, qui est un vrai travail, mais qu'il faut faire si on veut effectivement surtout soutenir une thèse aussi extraordinaire que celle de Roswell, parce que affirmer qu'un vaisseau spatial extraterrestre est tombé à Roswell, c'est pas rien, ça change notre histoire, parce qu'il faut à partir de ce moment-là réécrire les manuels. Soyons clairs, oui. On enseigne un nouveau chapitre de l'histoire à l'école. Donc pour défendre une chose pareille, il faut quand même avoir de sacrés arguments pour le dire. Flock, le premier, a pensé qu'il était capable de le faire, et puis il s'est rendu compte qu'il avait fait fausse route une partie du temps. Voilà. Vous restez avec nous, Pierre Lagrange, une pause et on se retrouve pour la toute dernière ligne droite et conclure sur ce livre très intéressant, Roswell, l'ultime enquête, écrit par Carl Flock, qui est décédé malheureusement en 2006. Et ce livre est publié aux éditions Terre de Brume. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Beneddi, les aventuriers de l'étrange. Le dossier OVNI avec un livre tout à fait intéressant si vous vous intéressez, elle est jolie celle-là, intéressant si vous vous intéressez, oui, je vais réapprendre à parler français moi. Donc passionnant, en revanche, si vous vous intéressez à l'affaire Roswell, l'ultime enquête, l'auteur Carl Flock, c'est un auteur américain célèbre, on en a parlé très longuement puisque mon invité Pierre Lagrange nous a dressé son portrait, c'est aux éditions Terre de Brume. Pierre Lagrange, vous aussi vous avez écrit un bouquin sur Roswell, La rumeur de Roswell, c'est aux éditions La Découverte, Enquête, dans la collection Enquête, c'est ça? Oui. Paru en 96, peut-être on peut le retrouver encore, hein? Oui, on le trouve encore. En fait, nos deux livres sont très différents. Le livre de Flock traite de façon très détaillée tous les aspects de l'affaire de Roswell elle-même. Ah oui, il a pris le microscope et il a observé, hein, vraiment. C'est un microscope. Ah, moi, oui, je dirais vraiment. que j'ai dressé un espèce de tableau d'ensemble parce que l'affaire de Roswell prend place dans un contexte très large qui s'étale sur 50 ans. Et mon livre, ce que je voulais faire, c'était justement restituer tout le contexte. Alors, bien sûr, aborder l'affaire et les éléments clés de l'affaire, la discussion sur les photos, sur certains éléments importants de l'affaire de Roswell, qui me paraissent justement centraux, et si s'écroule, l'affaire s'écroule. Mais l'idée, c'était de restituer également toute l'histoire des rumeurs de crash de soucoupe volante depuis les livres de Frank Scully en 1950, en fait, tout un tas d'ouvrages populaires qui ont été publiés à l'époque, pour permettre aux lecteurs de bien voir dans quelle histoire se situait cette affaire de Roswell précisément. Et donc, je dirais, les deux livres sont de ce point de vue-là tout à fait complémentaires, puisqu'ils se recoupent en partie, mais ils ont deux approches qui sont assez différentes du dossier. Ouais. Il y a un SMS qui nous est arrivé. Steph nous a écrit ceci. Que pensez-vous des pyramides de Mars? Alors là, je vous pose la question parce que je sais que vous avez écrit un petit lexique de tourisme spatial. C'est ça, oui. Tourisme martien exactement. Très sympa d'ailleurs ce livre. Alors, les pyramides de Mars pour répondre à cet auditeur. Alors on est loin de Roswell pour le coup. Oui, complètement. Oui. Mais les pyramides de Mars, effectivement, ce sont des structures qui ont été découvertes sur certaines photos de la sonde Viking en 76. Pas loin c'est marrant parce qu'il pose la question sur les pyramides, mais en fait, tout près de ces pyramides, il y a le fameux visage martien. Oui, voilà. Aussi, cette colline en forme de visage, le Sphinx de Mars, on va dire. Ouais. Alors c'est vrai que les photos des sondes qui ont refotographié la zone de façon beaucoup plus détaillée ont montré que le visage était en fait une colline érodée. Oui. Malheureusement. Et que c'était un jeu d'ombre, on va dire. Alors il y a des gens qui pensent que les Américains sont allés faire sauter la colline, mais enfin bon, je pense que c'est peut-être aller un peu loin. Mais alors c'est vrai qu'autour il y a une espèce de pyramide, ce qui fait que certains ont imaginé que cette zone était un peu le plateau de Gizeh martien, on va dire. Mais bon, malheureusement, j'en ai discuté moi avec des spécialistes, des géologues spécialistes de Mars. En France, on a d'excellents spécialistes de la planète Mars et qui sont très clairs là-dessus. Ce sont en fait des collines. Et l'aspect pyramidal et l'aspect un peu artificiel est lié au problème de définition. C'est-à-dire qu'en 76, les photos de Viking avaient un certain niveau de définition, mais aujourd'hui on fait beaucoup mieux et on voit du coup que ce qui apparaissait comme très régulier devient en fait très irrégulier. Donc ce sont des monticules, tout simplement, ce sont des collines
collines. Et quand on les regarde, je dirais, avec une optique assez enfin pas mauvaise, mais moins performante que celle qu'on utilise aujourd'hui, on a l'impression effectivement de voir des pyramides. Oui, il y a eu le même cas par exemple avec les pyramides que l'on a retrouvées dans la végétation au Pérou. Quand on recherche la légende de l'Eldorado. Oui, les cités d'Eldorado. Ouais. Voilà, à Paititi exactement, enfin le royaume de Paititi. Et en fait, j'ai reçu un explorateur qui lui cherche des vestiges archéologiques de cette ville mythique. Et il est allé voir, il s'était rendu sur place sur place où se trouvaient ces pyramides. Et en fait, c'était des monticules végétaux, quoi. Voilà. Ah oui, parce que moi je me souviens avoir vu les photos, effectivement. Et très belles photos, les photos notamment d'avion, c'est très étonnant parce que c'est couvert de végétation, mais on a l'impression qu'il y a des pyramides qui sont cachées dessous. Un peu que d'ailleurs, comme là pour le coup c'est très légitime, les pyramides qu'on a découvertes, enfin les pyramides mayas et autres, elles étaient aussi couvertes de végétation et il y a une époque on les voyait à peine. Donc ça donnait un peu le même aspect, on pouvait imaginer, et c'était après tout c'était pas délirant, imaginer qu'on allait retrouver des monuments archéologiques là-dessous. Tout à fait. Oui, effectivement, si ce sont des monticules, ça change tout et ça prend place aux côtés des pyramides martiennes. Il s'est rendu sur place et à sa grande déception malheureusement, parce qu'il y avait toute une série de pyramides alignées les unes à côté des autres en enfilade, et les photos prises par satellite et aériennes étaient vraiment superbes, quoi. Mais voilà, bon, la Terre nous réserve ces quelques surprises géologiques dont elle a le secret. Merci en tout cas beaucoup Pierre Lagrange. Merci à vous. D'avoir participé d'abord à la publication en français de ce livre qui ne manquera pas donc d'intéresser pas mal de passionnés de cette affaire Roswell. Je rappelle le titre de ce livre, Roswell, l'ultime enquête, de Karl Pflock aux éditions Terre de Brume. Je rappelle également de vous donc le dernier livre en date, La guerre des mondes a-t-elle eu lieu, aux éditions Robert Laffont. En ce qui concerne Roswell, toujours dont vous êtes l'auteur, aux éditions La Découverte, La rumeur de Roswell. Un autre livre en préparation? Ou plusieurs en fait. Plusieurs. J'ai toujours plusieurs fers au feu, et notamment mon livre sur la longue enquête que j'ai faite aux États-Unis sur l'histoire de Kenneth Arnold, le tout premier témoin. Oui. Où là j'ai accumulé des détails qui seront inconnus de tous les autres personnes qui s'intéressent à l'affaire. Et je pense que c'est une très très belle histoire, et puis surtout c'est le tout début des soucoupes volantes, donc c'est particulièrement intéressant de la décrire en détail. Ah, complètement. Et avec des informations, des scoops intéressants. Des acteurs que personne n'avait retrouvés aux États-Unis et qui sont des acteurs de première main. Et j'ai notamment retrouvé l'une des toutes premières personnes qui a discuté avec Arnold après son observation, et c'est-à-dire 1 heure après son observation. Et c'est un pilote de Yakima, et personne ne l'avait interrogé depuis l'époque. Et des révélations intéressantes? Oui, c'est-à-dire que ça confirme effectivement que Kenneth Arnold avait effectivement vu quelque chose, que c'était très étrange, et tout le récit qu'il en a fait est confirmé par ces personnes-là. Donc, alors l'histoire d'Arnold n'a pas le caractère de bizarrerie d'une affaire comme Roswell. On est d'accord, c'est des phénomènes assez lointains et tout, mais c'est quand même ce qui a déclenché l'histoire. Et donc c'est extrêmement important de vérifier tout ça, et puis surtout d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Alors là, c'est plutôt je dirais que dans les histoires comme Roswell, bon, il y a effectivement la discussion sur la valeur des faits, la véracité des faits et tout. Dans l'histoire de Kenneth Arnold, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'invention du discours sur les soucoupes volantes, et notamment de ce que j'appellerais, pas forcément des informations, mais un terme qui me paraît plus juste, c'est celui de double langage. C'est-à-dire que très tôt dans l'histoire des soucoupes volantes, on a eu un double langage qui consistait au public à dire il n'y a rien, c'est des méprises, c'est pas intéressant, ça n'existe pas les soucoupes volantes, et en privé, de la part notamment des militaires américains, d'être très étonnés et de se dire qu'il y a vraiment quelque chose à étudier, il faut qu'on trouve ce que c'est. Et ce double langage a été responsable de tout ce malentendu qu'il y a sur les soucoupes volantes depuis 60 ans, et de cette situation triste qui consiste à croire que le public est irresponsable, donc on ne peut pas partager avec lui ce genre d'informations et de débats, et que les informations doivent être gardées à double tour dans des placards bien fermés. Et ça, c'est dommage, parce que je pense qu'au contraire, c'est un débat public, et il faut que les éléments soient disponibles, d'où l'intérêt de la démarche du GEPAN. Bien sûr. Merci en tout cas Pierre Lagrange, et à bientôt, on l'a compris, dès que ce livre sortira dans les aventuriers de l'étrange alors. Avec plaisir, merci. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, merci. Bonne fin de soirée, au revoir. Au revoir. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange.
Pierre Massias, bonsoir. Bonsoir Louis. Quelques nouvelles du site des aventuriers de l'étrange, le site internet dont tu t'occupes, psiland.org. Oui. Toutes les informations sont disponibles sur le site. Sur lequel on trouvera toutes les références qu'on a citées ce soir, les 2 ouvrages en particulier. Celui d'Yves Sillard. D'Yves Sillard, du comité de pilotage du GEPAN et de Pierre Lagrange. Ouais. Je peux dire au passage que le site du GEPAN est accessible de nouveau. Ah, ça y est. Mais attention, il faut être patient et peut-être qu'il faudrait pas que tout le monde y accède en même temps parce que il a toujours un petit peu de soucis. Évitons de le faire sauter une deuxième fois. On pourra en profiter un petit peu plus longtemps. Oui, il a entraîné dans sa chute, nous a dit Jacques Patonnet tout à l'heure, le site du CNES aussi. Hein. Oui, manifestement ça a créé un gros problème informatique. Ouais. Bon, ils ont réussi à le résoudre, tant mieux. Mais voilà. Bon, ils s'attendaient pas à avoir autant de visites. Il y a un lien sur le site psiland.org pour se rendre sur la page d'accueil du GEPAN. En fait, j'ai une page ufologie où il y a le lien, mais je vais le rapporter sur la page des aventuriers, comme ça il n'y aura aucun souci pour le trouver. Et on pourra télécharger évidemment l'émission de ce soir sans souci dès le début de la semaine prochaine. Voilà, je peux peut-être dire aussi que j'ai été amené sur le site à essayer de mettre en ligne au moins des références de mémoire universitaire à propos d'ufologie. Je lancerai un appel aux auditeurs qui éventuellement en connaîtraient, pourraient me procurer des références. Ouais. Si éventuellement il y a des gens qui ont fait des étudiants qui ont fait des mémoires, etc. Ces mémoires, dans ce domaine-là. S'ils sont d'accord pour les publier, pour les mettre à disposition de manière libre, tout ça ce sera très intéressant justement pour les nouveaux étudiants qui viendront après et pour le domaine de l'ufologie en général. Très bien. L'appel est lancé. Rendez-vous sur le site psiland.org, psiland.org. Merci Pierre. Merci Louis. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à l'écoute des rediffusions des programmes de Sud Radio. On se retrouve demain avec la suite de l'enquête concernant le tombeau de Jésus, la suite et la fin, avec 2 archéologues spécialistes qui seront mes invités. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Pierre Massias qui m'a aidé à la construire et à Morad qui était au standard. Rendez-vous demain à partir de 22h.